Hop là, bonjour tout le monde. Nicolas Sarkozy va avoir un bracelet électronique. Je commence comme ça pour avoir votre attention. Mais on va pas parler que de ça parce que y a d'autres affaires Sarkozy. Bonjour à tous, bienvenue dans Abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart. Et je suis aujourd'hui avec Fabrice Arfi. Je crois que à peu près tous les journalistes de France aimeraient t'avoir aujourd'hui pour commenter cette condamnation. Et c'est pour vous qu'il est là dans Abonnez-vous. Et ce n'est pas une Rolex. Non, c'est pas une Rolex, c'est un bracelet électronique. Bienvenue dans Abonnez-vous. On est ensemble pendant 2 heures. C'est parti. Abonnez-vous. Et oui, il n'est pas à C'est à vous, mais il est chez Abonnez-vous. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Comment ça va? Ça va super. Et toi? Eh ben, écoute, ça va. La dernière fois, tu étais venu juste après mon anniversaire et du coup, tu m'avais fait une bise qui m'avait surpris et qui avait rendu jalouse toutes mes amies. Je salue Camille. Bref, c'est dit. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Est-ce que les micros sont bien réglés? Tout va bien? Est-ce que Nicolas Sarkozy est nommé Premier ministre? Non, Terence, ce n'est pas. Ok, tout est bon, donc c'est parti. Abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart. On l'a fait tous les lundis, comme vous avez pu remarquer. Nous sommes pas lundi, on est mercredi. C'est exceptionnel parce que bon voilà, il y a des choses importantes qui se passent, dont la sortie du film, etc. Et Fabrice est très pris. Je crois que tu fais à peu près toutes les télés du monde en ce moment. Tu sors un bouquin, tu sors un film, tu écris dans Mediapart. Tu es l'homme le plus productif de France, je crois, en ce moment. Bientôt des chaussettes et des mugs. Exactement. Et donc, cette chaîne Twitch n'est pas monétisée car, comme vous le savez, Twitch appartient à Jeff Bezos. Jeff Bezos est déjà bien assez riche et nous ne vivons que de nos abonnements. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter et nos lectrices. Et donc, si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Et vu qu'on est sympa, on va parler de beaucoup d'articles de Mediapart. Et donc, on vous a concocté, comme chaque semaine en fait, un abonnement gratuit pour 1 mois, sans carte bleue, sans reconduction, etc. Vous pouvez vous abonner gratuitement. En cliquant sur le lien que je mets immédiatement dans le chat, donc 1 mois gratuit. Et en plus, vu que c'est les fêtes de fin d'année, il y a également des abonnements cadeaux avec des prix réduits pour offrir Mediapart à vos amis, ou alors si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez vous offrir Mediapart à vous tout seul, et c'est bien aussi. Voilà, soutenez-nous, ça c'est dit. Et puis je pense qu'on peut commencer par la revue de presse. Non, je dis aussi dans le chat, évidemment, pas d'insultes, pas de racisme, de sexisme, d'homophobie, tout ça, on se respecte. On est entre nous, ça va bien se passer. Donc, on disait, qu'est-ce qu'il y a eu dans Mediapart cette semaine? Évidemment, sur Mayotte. Donc, on a un premier article de Caroline Coche-Dorge. À Mayotte, sans électricité, ni eau, ni nourriture. On parle de survie aujourd'hui sur l'île dévastée par le cyclone Chido. Habitants humanitaires et soignants perçoivent encore mal l'ampleur de la catastrophe. Les communications sont coupées avec une grande partie de l'île. Le système de santé est en partie détruit. L'eau et la nourriture commencent à manquer. Voilà. Ensuite, pareil, sur le même sujet, on a Michael Correa qui a écrit « Mayotte nous montre qu'il y a des catastrophes climatiques auxquelles on ne pourra pas s'adapter ». On rappelle, c'est un département français, voilà. Est-ce qu'on en parlerait si il s'agissait de je ne sais quel autre département français? C'est assez terrifiant. La réaction de Bruno Retailleau qui, hier, en réagissant sur Mayotte, a parlé d'immigration, alors qu'il y a des centaines, voire des milliers de morts d'après le préfet. Et j'ai lu aujourd'hui qu'il voulait mettre un couvre-feu à Mayotte, parce qu'il manque pas de sel pour des gens qui n'ont plus d'habitat, qui a été littéralement soufflé, où règne la désolation la plus totale. Oui, et puis c'est terrible, même les premières réactions qui disaient on ne pourra pas compter le nombre de morts, etc. Comme si parce que les décombres c'est trop terrible, et puis c'est des musulmans, donc ils enterrent vite leurs morts. Bon, des catastrophes, malheureusement il y en a beaucoup dans le monde, il va y en avoir beaucoup et dans plein de pays, et rarement on balaye comme ça, comme si ces personnes n'avaient pas d'importance. Bref,
on en parle sur Mediapart. Ensuite, encore... on a un article de Rachida El Azouzi. C'est un entretien Yassine El Saleh. Pour la première fois, nous avons un horizon en Syrie. Pour l'écrivain, qui est l'un des principaux intellectuels opposants au régime des Assad, le peuple syrien vit un événement comparable à la chute du mur de Berlin. Retour au pays, injustice, reconstruction. L'exilé livre ses peurs et ses espoirs. Évidemment, c'était un moment... important de la semaine dernière, et toujours Rachida qui écrit: Syrie, Israël profite de la chute d'Assad pour occuper un peu plus le Golan, arguant d'un motif sécuritaire. Israël pilonne depuis plusieurs jours les installations militaires syriennes et investit en toute illégalité la zone tampon du Golan. Plus proche de nous, on passe du Coca Light, comme dit Anna souvent. Bayrou à Matignon, on prend le modem et on recommence. Jeu de mots. Jeu de mots. Jeu de mots à Mediapart. Je pense que Ilyes Ramdani est un peu genre le top du top des jeux de mots de Mediapart, le roi, le chef. On l'invitera bientôt. Et politique toujours, du coup, des gauches T'arrives même pas à le dire. Non, irréconciliables. Ben oui, ça fait mal, c'est dommage dans cette période. L'insoumis Paul Vanier et la socialiste Laurence Rossignol débattent. Et oui, Mediapart, c'est le lieu du débat. Je fais des interludes. On est en mode radio libre ce soir. Ça, tu peux nous en parler, hein? Oui. Dossier fiscal classifié secret défense, la folle demande visant à protéger Bernard Arnault, tu nous racontes? Bah oui, on a découvert avec Antoine Rouget, Hélène Salvi et Yann Philippin, et on est les 4 signataires de cet article, qu'au moment où la commission des finances de l'Assemblée nationale est tombée entre les mains d'un insoumis, à savoir Éric Coquerel, il y a un vent de panique absolue qu'a traversé LVMH et tout particulièrement son patron Bernard Arnault, qui est parfois l'homme le plus riche du monde, parfois deuxième, parfois troisième, parce qu'il avait peur que, eu égard au pouvoir constitutionnel du président de la commission des finances, il aille voir comme il en a le droit dans les dossiers fiscaux des entreprises ou des individus, évidemment à l'abri du secret fiscal. Et dans ce moment de panique totale, d'ailleurs il s'en est confié à plusieurs personnes de son entourage, Bernard Arnault, il a demandé à la puissance publique et au gouvernement de voir s'il était possible de faire classifier secret défense son dossier fiscal personnel. La demande est retombée auprès de l'administration fiscale, plus précisément de la Direction générale des finances publiques, le vaisseau amiral de Bercy. Et les fonctionnaires ont résisté en disant « mais non, c'est pas possible. Il peut y arriver que pour certaines sociétés, donc on appelle en droit des personnes morales, il y ait du secret défense sur des dossiers fiscaux. Ça concerne par exemple des entreprises comme Dassault, comme Thales, qui ont à voir avec le secret de la défense nationale et l'armement. Donc on peut comprendre qu'il y a du secret défense, mais pour des personnes physiques, c'est-à-dire pour des individus, il n'y a pas de secret défense pour un dossier fiscal. Donc ça raconte quelque chose d'abord d'une panique morale, d'une panique politique, peut-être d'une panique liée à des choses fiscales que M. Arnault voudrait cacher. Et ensuite, sur le sentiment de quelqu'un qui se croit roi au-dessus de roi et qui pourrait demander des privilèges qu'aucun autre de ses concitoyens et concitoyennes n'a. Ouais. On continue. Alors, on nous dit dans le chat... c'est très, très intéressant. Bref, je continue, pardon. Le parti pris de Karine Fouteau que vous avez pu voir dans À l'air libre. On a en direct live un raid. Salut. Ça fait beaucoup de bruit. Un raid de 139 personnes de Stupid Economics. Bienvenue à vous. On est avec Fabrice Arfi pour parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, du film Personne n'y comprend rien et de Mediapart. Et d'ailleurs, on était en train de dire que donc cette semaine, et vous avez pu la voir hier dans À l'air libre, l'émission d'actualité de Mediapart, Karine Fouteau, qui porte la parole des salariés de Mediapart qui ont pris la décision de partir de X comme beaucoup. Donc ça se fera de façon collective le 20 janvier au moment de l'intronisation, je crois qu'on dit. L'investiture, merci, d'Elon Musk, autre milliardaire, qui est du coup passé devant Bernard Arnault, je crois. Voilà, et qui entre au gouvernement. Et qui entre au gouvernement. Donc c'était des débats intéressants entre collègues. Faut-il y rester? Faut-il mener la bataille dans cet espace numérique ou est-ce qu'on considère que cet espace est toxique et faut-il se désintoxiquer? Moi, pendant le débat,
Ouais. Quand j'entendais un argument pour, j'étais évidemment pour. Et quand j'entendais un argument contre, je disais c'est évident, il faut qu'on parte. C'est comme au tribunal, quand t'entends le procureur, tu dis il est coupable. Quand t'entends les avocats de la défense, tu dis faut le relaxer, quoi. Ouais, donc moi j'étais tout perdu, quoi. Non, et puis même dans l'émission hier, il y a une des intervenantes qui parlait d'emprise. C'est vraiment ça, c'est un espèce de truc où et pour un journal qui n'est pas un journal papier avec des affiches sur chaque kiosque, en fait on a besoin d'être un peu partout, mais en même temps cet espace-là est devenu avec des algorithmes tout particuliers, etc. C'est ce que dit Karine. En fait, en restant comme structure, comme entreprise de presse, on alimente ce qui nous tue. Tue le journalisme. Et donc c'est vrai que ce qu'elle écrit est très juste, quoi. Ouais. Et on invite toutes les organisations et les hommes politiques, etc., à faire de même, parce que c'est aussi dur de partir tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a aussi donc ce mouvement Hello Kitix qui est fait. Et je pense que ça doit être fait de façon collective, et c'est ça qui est intéressant dans la démarche aussi. Ensuite, sur le procès Adèle Haenel, 5 ans requis contre Christophe Ruggia pour remettre le monde à l'endroit. C'est un article de Sophie Boutboul. Au second jour du procès du réalisateur, la procureure a requis sa condamnation à une peine de 5 ans, dont 2 fermes pour agression sexuelle sur mineur, pour que la justice soit un outil de lutte contre le silence face aux violences sexuelles sur les enfants. Et voilà, on se rappelle donc de la première prise de parole d'Adèle Haenel avec Marine Turki à Mediapart. Voilà. Et ensuite, cette enquête vidéo qui est pas facile à regarder. Bataille de Cotorep sur la plateforme Kik, des humiliations et des violences en direct pour des cartons d'audience. C'est un article et une enquête de Marie Turcan avec Bérénice Gabriel qui raconte comment sur d'autres plateformes qui ne font pas exactement la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à taper des personnes vulnérables et à faire du fric là-dessus. L'enquête est c'est édifiant, vraiment, c'est à se taper la tête par terre pour le coup, contre le mur. Et ensuite, on en a parlé la dernière fois, la série d'articles, là j'ai pas mis juste un, mais la série d'articles d'Hélène Salvi dont on a parlé il y a 2 semaines avec elle ici. Enfin, là on a les 4 premiers épisodes, je crois que c'est en 5 épisodes, il me semble qu'il en manque un qui arrive, et vraiment c'est super. Ouais, c'est un très beau reportage. C'est fou. En plus, comme elle le racontait, elle était avec une photographe dont j'ai évidemment oublié le nom. Delphine Meilleur. Voilà. Et vraiment, allez lire ça. Vous pouvez le faire puisque vous avez l'abonnement gratuit pendant 1 mois. Et vraiment, c'est du super travail. Et bien journal. Comment il est pas mal, hein. Moi perso, je suis abonné. Et on finit, évidemment, à faire Bismuth. Notre crush. Ton crush. Mon crush. À faire Bismuth. Nicolas Sarkozy hérite d'1 an de bracelet électronique. Le pourvoi de l'ex-président condamné pour corruption dans l'affaire Bismuth a été rejeté ce mercredi par la Cour de cassation. Sa condamnation à 1 an de prison ferme aménagée en surveillance électronique est définitive. Ça veut dire qu'on va arrêter d'entendre pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas de bracelet quand il va à un match de foot, pourquoi machin. C'est parce qu'en fait jusqu'à présent il n'en avait pas. Absolument. Et maintenant il va en avoir un. Exactement. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une question qui était est-ce qu'on a désormais le droit de dire publiquement que Nicolas Sarkozy est un délinquant? Absolument. Tout à fait. Et on va pas s'en priver. On peut dire que c'est un délinquant puisque dans l'affaire Bismuth, il n'est plus présumé innocent. Il est condamné définitivement, et même s'il a annoncé qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme, comme quoi les droits de l'homme, ça a de l'intérêt parfois. Oui. Il n'était pas pour les droits de l'hommisme. Exactement. Tout ça, il vomissait les droits de l'hommisme, mais bon, quand il a désormais, lui, les flammes de la justice nationale qui l'ont définitivement cerné, en tout cas dans cette affaire, on peut considérer que c'est en effet un délinquant puisqu'il est condamné définitivement. C'est pour ça que les peines vont s'appliquer, et il rejoint d'ailleurs la liste des chefs d'État et chefs de gouvernement français condamnés définitivement dans des affaires d'atteinte à la probité, à savoir Jacques Chirac, à savoir le Premier ministre de Jacques Chirac, Alain Juppé, à savoir lui-même, et à savoir le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon. Et donc il n'y a pas de démocratie contemporaine dans le monde occidental, comme on dit, qui a un tel CV judiciaire avec 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement condamnés définitivement dans des atteintes à la probité. Alors,
2 questions. La première qui est dans le chat, c'est est-ce qu'on peut prendre un bain avec un bracelet électronique? Est-ce que tu as cette information? C'est vraiment une super question. Il faudrait demander à Michel Deléan qui s'occupe tout particulièrement de l'exécution de la peine du point de vue éditorial et non pas des bains à Mediapart. Je vais lui demander. C'est une très bonne question. J'avoue que je me l'étais jamais posée. Et autre question, on dit affaire Bismuth. Or, on a vu parfois dans la presse écrit affaire des écoutes. Tu nous racontes pourquoi? Bah oui, moi ça me rend dingue qu'on dise partout l'affaire des écoutes, parce qu'en fait c'est déjà faire crédit au narratif qu'a réussi à imposer Nicolas Sarkozy dans le débat public. L'affaire des écoutes, ça sous-entend en soi qu'il y aurait un problème avec les écoutes. C'est-à-dire que les écoutes seraient illégales. Ça existe des affaires des écoutes. Il y en a eu une d'ailleurs sous Mitterrand. Avec Carole Bouquet. Voilà, et un certain Edoui Plenel, qui était la principale victime d'écoutes qui, elles, étaient illégales, qui étaient administratives, donc politiques, et qui n'étaient pas contrôlées. Là, on parle d'écoutes qui sont judiciaires, légales, validées et contrôlées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les écoutes téléphoniques, c'est un moyen d'enquête, comme peut l'être une perquisition ou une garde à vue. On ne dit pas l'affaire de la garde à vue, l'affaire de la perquisition. En fait, c'est pas une affaire des écoutes. Nous, on l'appelle l'affaire Bismuth, parce que c'est une affaire de corruption, où le corrupteur est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Le corrompu est un haut magistrat. Le pacte de corruption, c'est que l'équipe Sarkozy a demandé au haut magistrat: donnez-nous des informations classifiées, secrètes sur des enquêtes en cours nous concernant. En échange de quoi, on va pousser votre candidature pour avoir un joli poste sous le soleil de Monaco. C'est ça le pacte de corruption. Et c'est notamment des écoutes téléphoniques qui ont permis de le mettre au jour. Mais c'est une affaire de corruption et non pas une affaire des écoutes. Et Bismuth, c'était par rapport au nom Paul Bismuth, en fait, c'est le sobriquet qui est un nom de quelqu'un qui existe, qui était un copain de lycée de l'avocat de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi est condamné, puisque c'est l'avocat, là, il faisait le lien entre le corrupteur et le corrompu, entre Nicolas Sarkozy et le magistrat Gilbert Azibert. Et en fait, ils avaient ouvert des lignes secrètes parce qu'ils avaient découvert qu'ils étaient sur écoute avec leur ligne officielle. Et donc, pour faire parade aux écoutes sur leur ligne officielle, ils ont ouvert des lignes occultes sous des fausses identités, comme des trafiquants de stupes. Et donc, l'identité qui a été choisie pour ouvrir ces lignes, c'était Paul Bismuth. Donc, Nicolas Sarkozy s'appelait en réalité Paul Bismuth. Mais heureusement, les enquêteurs de la police judiciaire ont eu du flair et ont très bien travaillé et ont découvert les lignes occultes qu'ils ont réussi à mettre sur écoute. Et est-ce que du coup ça a un lien avec l'affaire dont on va parler aujourd'hui, l'affaire Sarkozy-Kadhafi? Tout à fait, parce que c'est dans le cadre de l'affaire libyenne que Nicolas Sarkozy a été placé sur écoute, et c'est en écoutant Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne qu'il découvre qu'il y a un autre délit qui est en train de se commettre sous les yeux de la justice et de la police. Comme ça ne concerne pas directement l'affaire libyenne, ça a été disjoint d'un point de vue d'enquête, donc c'est d'autres juges d'instruction qui ont mené le dossier, et ça a abouti à cette condamnation pour corruption et trafic d'influence. Mais l'affaire Bismuth est née de l'affaire libyenne. Voilà. On a une question. Merci pour votre excellent travail. Si vous l'avez pas déjà expliqué, est-ce que vous pouvez préciser ce que sont les atteintes à la probité? Oui, c'est vrai qu'il y a les atteintes à la probité. Disons que c'est toutes les affaires qui recouvrent les délits financiers accrochés au monde politique et au monde économique et surtout au monde politique. Dans les atteintes à la probité, d'un point de vue judiciaire, on peut ranger les délits de corruption, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, de fraude fiscale, de blanchiment d'un certain nombre de ces délits. C'est une expression un peu valise, atteinte à la probité, qui permet de rentrer plusieurs comportements et parfois délits qui sont sanctionnés par la justice. Alors, là, il y a fin de foi Nilois qui nous dit: je suis allé voir les commentaires sur le sujet au Figaro. Il y a division, mais il y a une moitié des gens qui voient des juges gauchistes qui s'acharnent contre un homme qui a fait des grandes choses. Ça, c'est intéressant. Classique, hein. Ouais, mais parce que c'est un lieu commun des pétitions de la délinquance en col blanc. C'est comme la délinquance en col blanc, la corruption, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux. Ouais, voilà. En fait. Donc les juges, les policiers, les procureurs spécialisés, ils travaillent dans une justice qui par nature s'attaque à l'ordre établi. Et donc, ils s'attaquent à des gens, des hommes, souvent des hommes, parce que c'est très genré, le pouvoir en France. Ils s'attaquent à des hommes qui ont, pour répliquer le pouvoir de la communication, les moyens de la communication, une influence et des réseaux médiatiques et politiques qui sont considérables. Et donc, ces gens-là arrivent à imposer un récit
public qui voudrait faire croire que dans ces dossiers-là, le problème, ce ne sont pas les faits, ce sont les juges. Et donc, on les accuse d'être militants, ambitieux, Torquemada, Robespierre, gauchistes, tout ce qu'on veut, alors que ce sont des policiers, des procureurs, des juges qui n'essayent de faire qu'une chose, c'est d'appliquer la loi qui n'est pas votée par eux. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on parle quand même d'une loi qui est votée par le législateur, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques qui disent la corruption, c'est grave, c'est 10 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Et en fait, les mêmes qui dénoncent le tribunal médiatique toute la journée, en fait, vont dans les médias quand ils sont mis en cause pour faire le procès de la justice. Et malheureusement, ça prend. C'est-à-dire que dans les affaires, parfois, moi, on me pose des questions dans certains médias, quand il y a une affaire de corruption, est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? Donc, j'ai coutume de dire, je sais pas, moi, quand la police saisit 20 kilos de cocaïne, on ne dit pas, est-ce qu'il faut supprimer la brigade des stupes ? Ouais. Et pour les affaires d'atteinte à la probité, on arrive à faire en sorte que le problème, c'est la justice. Et c'est vrai pour Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, c'est vrai Mélenchon, c'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire des comptes de campagne, Bayrou, Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas une question droite-gauche, c'est une question de réflexe, si j'ose dire, j'allais dire de classe, mais il n'y a pas de sens marxiste dans ce que je veux dire, mais de classe politique. Ouais. C'est-à-dire, c'est une délinquance de milieu, les atteintes à la probité. Et ce milieu qui nous demande le respect des institutions, le respect de la police, le respect de la justice, parfois même la fermeté, la tolérance zéro sur tous les délits qui concernent tous les citoyens, voudrait conserver une petite zone de privilège comme s'il n'y avait pas eu la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Il y a une sorte de désir du 3 août dans ce pays. Alors moi j'ai un vrai problème là ce soir, c'est qu'en fait tout ce que tu nous dis est très clair et on va parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi et si c'est trop clair et que vous comprenez tout ce soir, vous n'irez pas voir le film qui s'appelle Personne n'y comprend rien. On va être confus. Donc on va essayer d'être le plus confus possible ce soir, on va essayer de vous perdre, que vous n'y compreniez plus rien, on va dire toutes les dates, tous les noms, tout ce qu'on peut pour vous perdre, parce qu'il faut aller voir Personne n'y comprend rien au cinéma le 8, c'est bien ça ? Le 8 janvier. Le 8 janvier, parce que le 6 janvier, il se passe quelque chose aussi. C'est l'ouverture du procès, et le 8, comme nous sommes un peu coquins, c'est la sortie du film. Ça, on n'en doutait pas. Du coup, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et qu'on en parle ensuite. Hop, c'est parti. Et je vais couper nos micros, histoire de pas avoir les commentaires en live. Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière. On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table. Mais d'où venait cet argent ? Aujourd'hui encore, la justice s'interroge. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Ouais, encore une fois, des coquins. Où sont les documents ? On met les documents, où sont les photos, on met les photos. Voilà, j'espère que vous irez voir ce film et je le dis parce que nous on l'a vu. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment même à l'étage d'en dessous, il y a une diffusion pour les collègues qui l'avaient pas encore vu parce que ça y est, il est fait, il a été financé, il est prêt. Ouais. Et je le dis parce que je l'ai vu, j'y ai tout compris à la fin. J'étais bien content parce que je me suis dit bon, si on n'y comprend rien à la fin, c'est dommage. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter déjà, avant de parler du film, de son financement, etc., cette affaire, comment elle commence Alors, comment commence l'affaire ? En fait, elle commence pour nous en 2011 avec Karl Lasquet, avec qui je travaille au service enquête de Mediapart. On reçoit un mail bizarre de quelqu'un qui... Je vais commencer, j'ai fait des fiches avec chaque personne. Ça, c'est Karl Lasquet. C'est un qui est avec Karl Lasquet. Voilà. Ça, c'est Fabrice Arfi. Dès que tu dis quelqu'un, j'ai la fiche. C'est extraordinaire. On reçoit un mail mystérieux de quelqu'un qui nous dit j'ai peut-être quelque chose pour vous sur quelqu'un
concernant quelqu'un sur lequel vous écrivez. Alors, c'est extrêmement mystérieux, mais on y répond. Et ça nous oblige à aller dans un pays étranger. Et ce quelque chose, c'est un disque dur qui contient toutes les archives numériques sur ce quelqu'un qui est l'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle pudiquement dans la République un intermédiaire. D'après la justice, c'est un agent de corruption présumé qui s'appelle Ziad Takieddine. Hop, je l'ai. Hop. Voilà, Ziad Takieddine, là, sur n'importe quelle photo. Sur la marina de Beyrouth, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et Ziad Takieddine, c'est vrai qu'on s'était beaucoup intéressé à lui parce que c'était l'un des protagonistes centraux d'une autre affaire qui s'appelait l'affaire Karachi, qui concernait des détournements de fonds sur des ventes d'armes du gouvernement Balladur entre 93 et 95. Et en accédant à ces archives numériques, c'est des milliers de documents qui comportent des rapports, des notes, des déclarations fiscales, des virements bancaires, des comptes dans les paradis fiscaux, des documents officiels, des documents manuscrits, parce qu'on a une chance énorme comme journaliste, c'est que Takieddine, c'est un besogneux. Donc c'est quelqu'un qui prend des notes quand il prépare un rendez-vous, qui fait des comptes rendus après le rendez-vous, qui scanne ces documents manuscrits, qui garde tout. Il y a des quantités de photos de vacances où on va découvrir photos, un brise-hortefeux. Oh la purée, attends, faut que j'aille le trouver là, tu me cherches. Un brise-hortefeux sur le yacht de Takieddine ou un Jean-François Copé qui barbote dans la piscine de l'intermédiaire au Cap d'Antibes. Hop, voilà. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Voilà, brise-hortefeux. Quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Les Auvergnats. Comme il l'avait dit, les Auvergnats, bien sûr. Et donc, on comprend que cet homme qu'on pensait être l'homme d'un moment, c'est-à-dire le gouvernement Balladur, et d'un clan politique qui ne serait que le gouvernement Balladur, en fait, en plongeant dans l'intimité comme ça des documents Takieddine, qu'en réalité, il a été le porteur, à partir de 2005, d'une sorte de contre-histoire des relations franco-libyennes très éloignées du récit officiel. Et c'est comme ça qu'avec Karl, on va commencer en 2011 à tirer le fil jusqu'à aboutir à l'idée que l'équipe Sarkozy s'est compromise à plusieurs niveaux, diplomatiques, économiques, politiques, mais également financiers, avec les hommes de la dictature de Mouammar Kadhafi, au point même, et c'est d'ailleurs ce que la justice va lui reprocher officiellement, de pactiser avec un dignitaire libyen qui s'appelle Abdallah Senoussi, qui est un terroriste d'État libyen, chef des services secrets, qui est au cœur du dossier qu'un Claude Guéant comme un Brice Hortefeux ont rencontré secrètement à Tripoli. Bref, ça va faire 150 articles dans Mediapart. Abonnez-vous. Et au bout de 2 ans d'enquête, la justice va décider d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire de confier l'enquête à un juge d'instruction, en réalité à plusieurs juges d'instruction, qui après 10 ans d'instruction ont non seulement confirmé, mais même prolongé et amplifié ce qu'on a raconté dans le journal, et ça va aboutir à un procès littéralement historique à l'échelle politique et pénale française qui va s'ouvrir le 6 janvier avec un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et 12 autres personnes qui vont devoir répondre d'un pacte de corruption, dont 2 anciens ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Très bien. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, on va parler du film, mais c'est que justement, voilà, tout ce dont tu parles, etc., il y a plein d'éléments dont on se rappelle, dont on a vu. Alors, je vais sortir une des fiches. Ouais, voilà, si je la perds pas. Kadhafi, ça c'est à l'hôtel Marigny. Absolument. On se rappelle de la tente. Bien sûr, dans les jardins de la République. L'accueil en décembre 2007, l'accueil le plus fou qu'une démocratie est offerte aux dictateurs. Vraiment, tout Paris était bloqué. Privatisé. Paris privatisé, Château de Versailles privatisé, le Louvre privatisé. C'était comme une visite du propriétaire, quoi. Ouais. Il était chez lui. Il y a les moments, donc, quelle indignité de Sarkozy. Il y a tout un tas de voilà, on a tout ça. De gimmicks, ouais. Et en voyant le film, on comprend un peu pourquoi c'est ton crush Sarkozy. On comprend un peu l'obsession. On comprend en fait qu'en réalité on a toutes les pièces du puzzle qui se remettent face à nos yeux, et en fait on se rend compte que c'est quasi mafieux. En fait. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a, comment dire, à la fois c'est vrai qu'on a le droit de le dire. Bon, moi j'assume de dire publiquement qu'il y a des ressorts mafieux dans ce qu'a été la parenthèse sarkozyste au moment de la République. D'abord, il y a un bilan judiciaire de ce qu'a été le sarkozysme qui est inédit à l'échelle, pas de la Ve République, de la République française. Donc ça nous raconte quelque chose qu'il faut quand même avoir le courage de regarder en face. C'est comme en mathématiques.
Pour évoluer, on nous pose des problèmes pour progresser. Bon, là, ça nous pose un problème. Il faut le regarder pour pouvoir le surmonter et en discuter. Et oui, il y a quelque chose de mafieux, mais pour que les gens quand même qui nous regardent, c'est pas personnel, c'est pas ad hominem. Je veux dire, Sarko en tant que tel, personnellement, ne m'intéresse pas beaucoup, mais il est le reflet d'une pratique au cœur de la République dont on détourne l'esprit et la lettre pour mépriser le bien commun et se commettre avec des dictatures aussi terribles que celle de Kadhafi. Mais c'est vrai que le film, pour nous, avait un intérêt majeur, c'est que il y a une temporalité de l'enquête journalistique, une temporalité de l'enquête judiciaire, avec des répliques et des démentis qui sont très forts de Nicolas Sarkozy, qui a réussi à faire en sorte non seulement d'imposer un narratif parallèle à celui des enquêtes, mais en plus à faire vivre médiatiquement cette affaire, essentiellement par la force de ses démentis. C'est-à-dire que les gens connaissent plus les démentis de Nicolas Sarkozy que l'affaire elle-même. Quand il est mis en examen en 2018, il va plus de 20 minutes aux 20h de TF1. Quand il est mis en examen de nouveau dans cette affaire en 2020, il va 45 minutes à BFM. Je ne crois pas que l'une et l'autre des chaînes ont consacré 20 minutes et 45 minutes sur le fond du dossier. Moi, je ne dis pas que Sarkozy ne doit pas se défendre. Il a la liberté. Moi, je suis libéral de ce point de vue-là. Chacun se défend comme il veut. Mais quand même, il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Plus les unes de Paris Match. Plus tous les contre-feux médiatiques, et même certaines qui relevaient de la manipulation médiatique, comme le diront les juges, qui a créé beaucoup de brouillard sur la compréhension du dossier. C'est pour ça que le réalisateur Yannick Kergoat, quand on est allé le voir pour lui dire on aimerait bien faire un film, tout de suite, il a eu cette idée géniale d'appeler ce film « Personne n'y comprend rien », qui est une phrase de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ça résume assez bien notre geste. C'est de dire, nous, on va aller sur le terrain de Nicolas Sarkozy. Le terrain de Sarkozy, c'est celui du spectaculaire. C'est celui de la société du spectacle. Eh bien, un film, c'est un spectacle, assumons-le, et on va y aller, personne n'y comprend rien, chiche. On va essayer de faire le plus de pédagogie pour que le plus grand nombre possible ait toutes les clés de compréhension du dossier au moment de l'ouverture du procès. Ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils sont coupables pénalement. Ça, c'est le travail des juges. C'est pas notre rôle. Mais en revanche, il y a des faits. Et les faits, il faut qu'ils soient éclairés pour que chacun puisse les regarder. Et justement, il y a eu plusieurs formats. Donc, à Mediapart, il y a eu déjà la série de podcasts. Je vous le mets pareil dans le chat. Après, je vais prendre quelques questions. J'ai bien vu dans le chat, il y a plusieurs questions très intéressantes. Vous avez déjà fait une série de podcasts, donc avec Karl, avec Michael Ashdenberg aussi, qui est co-responsable du pôle enquête à Mediapart, et Pascal Aiello. Donc c'était en 4 épisodes, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux nous... Oui, mais en fait, ça... La même démarche? Oui, en fait, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va peut-être en faire des chaussettes et des mugs. C'est vrai que cette affaire, qui pour nous... c'est un peu comme si c'était la somme de toutes les affaires Sarkozy. L'affaire libyenne, tant elle est grave. Je veux dire, c'est jamais arrivé que une intrigue judiciaire avec le procès qui s'ouvre le 6 janvier soit celle d'une démocratie, la nôtre, qui, d'après l'accusation, a été stipendiée par une dictature, celle de Kadhafi, à laquelle on va faire la guerre 4 ans après les faits mis en évidence par les juges d'instruction. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'assez vertigineux et stupéfiant qui peut même paraître invraisemblable au plus grand nombre. Moi, j'entends parfois, j'y crois pas, c'est trop gros, etc. Bon, c'est pas une croyance, il faut juste regarder les faits, et encore une fois, un tribunal dira s'il doit entrer en voie de condamnation. Mais on a multiplié les formats, parce qu'on veut diversifier les publics, diversifier les modes de récit pour vraiment essayer que le plus grand nombre arrive à comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et donc, il y avait également la version en bande dessinée, en partenariat avec la revue dessinée. Et Delcourt, Et il me semble qu'il y a une nouvelle édition. Là, elle ressort le 2 janvier dans une version actualisée, parce qu'elle est sortie en 2019, donc il y a déjà bientôt 6 ans. Et que depuis 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans l'enquête judiciaire. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'enquête judiciaire, et donc on a actualisé avec une 20aine de nouvelles pages de BD et des nouvelles annexes, puisque dans la BD, il y a tout un tas de documents qui sont annexés à l'enquête pour montrer que les faits, on les invente pas, quoi. Qui a dit que Mediapart était aride, au contraire, plein de formats, plein de façons différentes de comprendre cette affaire, parce que c'est aussi un enjeu démocratique avant ce procès de pouvoir avoir les clés de lecture. Alors, déjà j'ai une question de fille qui nous demande pourquoi tous les politiques font de la téléprison et jamais du vrai ferme. C'est une bonne question, c'est une question qu'il faut poser aux magistrats.
Nicolas Sarkozy est un primo-délinquant. Ça y est, désormais, c'est un délinquant. Il est condamné définitivement, mais c'est sa première condamnation définitive. Il va fêter ses 70 ans en janvier prochain. Et donc, il y a, comme ça arrive, des aménagements de peine assez naturels le concernant. Le fait est que si les condamnations doivent s'accumuler pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il est quand même cerné par un certain nombre d'affaires, il y a un moment donné où peut-être la question qui va se poser pour lui, c'est l'emprisonnement pour de vrai. Après, à partir de 70 ans, c'est vrai qu'on a plutôt coutume, dans les usages français, d'aménager les peines eu égard à l'âge de la personne. Nous, on n'est pas, on n'est pas des militants du carcéral. Ouais, mais en revanche, on est quand même des militants de l'égalité devant la loi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressort beaucoup des commentaires, par exemple, à la suite de nos articles, qui est de dire, ouais, mais eux, ils vont jamais en prison. Et on sent bien le sentiment d'inégalité, d'injustice que cela procure. C'est-à-dire que vous pouvez passer aux comparutions immédiates pour des délits qui peuvent paraître relativement mineurs et vous pouvez passer des années en prison dans des procès qui sont expéditifs. Et pour des enquêtes qui durent des années, parfois des décennies, tout ça se termine par du sursis ou du bracelet électronique. Et évidemment, il y a quand même une incompréhension chez une partie du public qui mérite d'être entendue. Alors, il y a le Nice 7 qui nous rappelle, Raphaël Enthoven, qui disait la capacité médiatique à créer à coup de vacarme sur un fond de néant des preuves et des témoignages foireux, l'imaginaire de la malhonnêteté d'un homme, etc. Tout ce moment et tous ces contrefeux, il y a quand même un moment où vous étiez seul contre toutes et tous, et que il y avait donc cette histoire des faux où on a dit que vous produisiez des faux, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vents contraires dans cette histoire. À la fois, alors du point de vue judiciaire, Nicolas Sarkozy nous a accusés d'avoir produit un faux document. Nous avons gagné définitivement en première instance, devant la cour d'appel, puis devant la cour de cassation, à tel point que un étage plus bas, à mon bureau, j'ai affiché les 2 chèques de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. À chaque fois, je les vois, qu'il a été obligé de nous verser. C'est comme les œuvres de Orlinski. Vous les avez rendues. Ouais, Orlinski, on les a rendues. Et les chèques, je ne les ai pas encaissés. Ouais. De Brice Hortefeux et de Nicolas Sarkozy, qui ont été condamnés à nous verser des frais de procédure après avoir perdu définitivement leur procès contre nous. Mais au-delà des attaques judiciaires à laquelle on a réussi à faire parade grâce à nos avocats, et notamment Emmanuel Torgman, on a dû faire face à d'abord une forme de déni et de silence médiatique de gens qui, de mon point de vue, pas pris la mesure de l'importance de ce dossier. Et puis, à côté, de médias, le groupe Bolloré, le groupe Lagardère, qui ont des liens très intimes avec Nicolas Sarkozy. Je veux dire, Nicolas Sarkozy est quand même administrateur du groupe Lagardère, qui a été racheté depuis par Bolloré. Et là, on a vu des contrefeux médiatiques où des fausses informations, des manipulations ont eu un écho pas croyable. Et donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour démonter ce qui a pour vocation à troubler la compréhension du public. Moi, je conçois très bien que le public soit un peu perdu avec une affaire aussi tentaculaire. Quant à Raphaël Enthoven, il est quand même lié. Il est quand même lié à Nicolas Sarkozy par le fait d'avoir été lui-même l'ancien compagnon de Carla Bruni, qui est l'actuelle femme de Nicolas Sarkozy, et qui, oui, en effet, je me souviens d'ailleurs, il m'avait dit sur Twitter que tout ça était faux, parfaitement inventé. Bon, ça raconte quelque chose, je crois vraiment, d'un milieu, en ce qui concerne la délinquance en col blanc, qui profite de ce que j'appelle, moi, le privilège du crime des privilégiés. C'est-à-dire que ces gens-là ont le moyen de créer du brouillard. Là, on aurait quand même besoin de clarté. Et pour ça, ils ont des réseaux politiques, médiatiques pour le faire. Je ne connais pas beaucoup de mises en cause ou de prévenus qui peuvent s'inviter pendant 20 minutes aux 20h de TF1. Ou s'inventer. Voilà. Et d'inventer une réalité parallèle pour essayer de disperser la compréhension d'une affaire. Il y a Terence qui dit, en lien avec les interrogations sur la nature mafieuse de tout ça, je suis toujours demandé si le clan Sarkozy n'était pas aussi un peu derrière l'affaire Claire Stream 2 par l'intermédiaire notamment de Casanavo qui était lié Casanova en fait. François Casanova qui était lié à Squarci. Et justement, là Terence 1124, c'est quelqu'un ou quelqu'une d'extrêmement connaisseuse du dossier.
Dans l'affaire Clearstream, sur l'affaire des faux comptes de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a jamais été tout à fait résolu sur comment le nom de Nicolas Sarkozy est arrivé dans les faux listings. L'affaire est définitivement jugée. Je pense que ça fait partie encore de certains des mystères qui n'ont pas été complètement levés. Mais du coup, nouvelle photo. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin dans cette histoire à ce moment. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien Dominique, un lien avec cette affaire-là, Sarkozy, Non, en fait, est-ce que la haine, enfin voilà. Ouais. En fait, Dominique de Villepin. La question n'était pas claire du tout, mais il l'a comprise quand Dominique de Villepin, il a été poursuivi et jugé dans l'affaire Clearstream, mais il a été relaxé. Nous, ce qu'on a raconté dans le journal, c'est qu'il n'y a pas de doute sur le fait que Dominique de Villepin a pu avoir des pensées mauvaises en voyant qu'il y avait peut-être des comptes bancaires cachés de Nicolas Sarkozy. De là à en faire le commanditaire ou l'utilisateur d'un délit pénal, la justice a estimé à 2 reprises, en première instance et en appel, qu'il ne pouvait pas être condamné pénalement, puisque en fait, il lui était reproché un délit extrêmement qui n'existe pas, qui était la dénonciation calomnieuse par abstention. C'est-à-dire qu'on lui a reproché de ne pas avoir dénoncé quelque chose, mais qui n'existe pas formellement en droit pénal, si ce n'est pour le crime. Et en toute logique, d'un point de vue de fait et de droit, la justice l'a relaxé. Mais c'est vrai que cette affaire Clearstream a raconté quelque chose de ce qui a pendant des années et continue de le faire, déchirer la droite, qui après la bataille Chirac-Balladur a rebondi avec les héritiers des deux, Sarkozy-Villepin. Et justement, dans le film, c'est un peu que sont-ils devenus? On voit à un moment un certain Barnier dans un coin en train de signer. On revoit au moment de la rencontre fastueuse entre Sarkozy et Kadhafi à Paris, Barnier était là, il signait des contrats avec la dictature libyenne. Exactement. Il y en a une qu'on voit aussi. C'est Ramayad. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, Ramayad, de son rôle à l'époque? Bien sûr, secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, est la seule qui, au sein du gouvernement, a le courage de dire que c'est une forfaiture de recevoir Mouammar Kadhafi, dont je rappelle que ça a été un dictateur à la tête d'un État terroriste qui a fait sauter des avions de ligne, notamment un avion de ligne français de la compagnie UTA, le DC-10, en 1989, au-dessus du désert du Ténéré. 170 morts, dont 54 Françaises et Français, beaucoup d'enfants et même de bébés dans l'avion. Le beau-frère de Kadhafi, qui était le chef des services secrets militaires dont je parlais tout à l'heure, Abdallah Senoussi, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en France en 99 pour le terrorisme et cet attentat. Et 6 ans plus tard, c'est pas beaucoup plus tard, 2 hommes très proches de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, qui est son directeur de cabinet Place Beauvau, puis Brice Hortefeux, qui est son ministre des collectivités territoriales françaises, se rendent à 3 mois d'écart à Tripoli en 2005 pour rencontrer secrètement Abdallah Senoussi, dans le dos de l'ambassade de France, sans garde du corps, sans diplomate, sans traducteur, mais avec l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine. Et tout ça a lieu quelques jours avant un versement par les autorités libyennes qui va atterrir sur le compte aux Bahamas non déclaré d'un intime de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Thierry Gobert, lequel Thierry Gobert a écrit dans un agenda électronique avant de recevoir les fonds, NS campagne. Et il a dit, bon, moi je sais pas, NS, je suis pas sûr que ce soit Nicolas Sarkozy, et campagne, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est ce qu'il a dit en garde à vue. NS voilà, ou alors il est peut-être parti à la campagne avec Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. Je ne sais pas, donc on verra au tribunal ce que dira le Thierry Gobert. Tout ça pour dire que Ramayad était celle qui a dit, c'est pas possible d'accueillir Kadhafi comme ça, et elle s'est pris une volée de bois vert du secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, et de Nicolas Sarkozy. Elle a même dû quitter le gouvernement quelques mois plus tard. Et pour en revenir un peu à ce dont tu parlais, je sais pas si je spoil un peu, mais qui est cette femme qu'on voit dans le film? Danielle Klein, c'est aujourd'hui l'une des responsables de l'Association française des victimes du terrorisme, qui en sait quelque chose, puisqu'elle a perdu son frère dans l'attentat dont je viens de parler, l'attentat du DC-10 de la compagnie UTA en 1989. Or, il se trouve que dans l'un des volets, parce qu'il y a plusieurs volets, mais dans l'un des volets de l'affaire Sarkozy-Kadhafi,
Il y a les juges qui ont identifié des versements partis de la Libye et notamment de Sénoussi qui ont atterri dans des poches françaises. Et dans un pacte de corruption, il faut toujours, quand il est présumé, puisqu'il n'a pas encore été jugé définitivement, il faut qu'il y ait des contreparties. Et parmi les contreparties qui sont officiellement reprochées à l'équipe Sarkozy, il y a d'avoir tenté de faire sauter le mandat d'arrêt du terroriste. Donc là, il n'y a aucune espèce de rationalité étatique à ça. Et quand nous avons fait ces révélations avec Karl dès 2011, avec Karl Lasquet dès 2011, et que la justice les a confirmées, puisque ça apparaît noir sur blanc dans le rapport d'enquête finale des juges d'instruction, qu'on appelle une ordonnance de renvoi, c'est un document incroyable qui fait 565 pages, eh bien, Daniel Klein, comme d'autres familles, elles sont une quinzaine aujourd'hui de familles de victimes du décès 10, ont décidé de se constituer partie civile au procès de Nicolas Sarkozy et des 12 complices présumés à partir du 6 janvier pour pouvoir dire aux responsables politiques qui vont être sur le banc des prévenus comment vous avez pu négocier et commercer avec l'assassin de notre famille. Et du coup, là, tu disais, c'est pas seulement le procès de Sarkozy, il y a 12 autres personnes. Voilà, ils sont 13 au total. Et du coup, alors, dans les têtes d'affiche, si j'ose parler comme ça, il y a l'ancien président Nicolas Sarkozy, il y a 3 anciens ministres, dont 2 de l'Intérieur, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Il y a un 3e ancien ministre, mais c'est pour son rôle de trésorier de la campagne, qui est Éric Woerth. Il y a Thierry Gobert, qui est celui qu'on appelle l'ami caché de Nicolas Sarkozy, qui est un ancien collaborateur, mais qui a un rôle central dans l'affaire des financements libyens. Il y a les 2 intermédiaires, 2 agents de corruption présumés qui démentent les faits, que sont Ziad Takieddine et celui qui l'a remplacé dans le cœur de la Sarkozy, qui s'appelle Alexandre Djouri. Et puis il y a d'autres personnages qui, du monde de l'entreprise, par exemple un ancien dirigeant de EADS qui apparaît à un moment du dossier, ou l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, qui vont être sur le banc des prévenus, même si Béchir Saleh, comme Ziad Takieddine, sont dans des pays étrangers et je crois n'ont pas l'intention de se présenter au tribunal en janvier prochain. D'accord. Là, j'ai vu une question que je trouve hyper intéressante et on pose toutes les questions. Ouais. Est-ce que ce film ne va pas donner un argument à Sarkozy devant les juges du genre c'est une tentative d'influencer les juges? C'est une bonne question. C'est évidemment une question qu'on s'est posée. On s'attend potentiellement, parce qu'il faut toujours s'attendre à tout et qu'on peut toujours être le fruit de poursuites, à ce que ce soit un argument dont les avocats de Nicolas Sarkozy ou d'autres peuvent exciper pour dire vous essayez de peser sur la justice. Nous, on estime qu'on a largement de quoi se défendre de cette accusation, parce que si on empêche le cinéma documentaire, la presse, la télé qui fait des émissions, ou la radio, ou une chaîne sur Twitch ou ailleurs, de parler de ce qui est au moment d'un événement aussi important que le procès des financements libyens, alors il faut qu'on pose les stylos et qu'on arrête d'être journaliste. Ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse de manière posée, de manière argumentée, en respectant les canons du genre. C'est ce que nous estimons avoir fait avec le film. Après, entre nous, si je suis tout à fait honnête, si le film devait être attaqué avant qu'il sorte, quelle publicité! Allez, on est chaud, on est prêt. Qu'ils viennent nous chercher, comme dirait l'autre. Alors, est-ce qu'on vous a envoyé des pièges? Oui. Oui, on l'a raconté dans la lettre enquête de Mediapart. C'est une newsletter que fait Michael Ashdenberg, qui co-dirige le service enquête avec moi. Et on a raconté récemment, avec Karl Lasquet, qu'on avait été destinataire en 2000. J'ai réussi à la mettre dans le chat. Incroyable. Donc vraiment, vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. J'ai vu et c'est sans effets spéciaux, c'est bourré d'effets normaux. C'est impressionnant. On a raconté avec Karl Lasquet comment en 2018, on avait été contacté d'abord par un avocat, puis un ancien agent du renseignement libyen qui était à Saint-Étienne et qui nous a dit, nous, on a des documents incroyables pour vous. Et donc on est allé à Saint-Étienne, j'y suis allé. J'ai rencontré cette personne qui m'a montré des documents, qui m'a montré des photos, des cartes de visite, semblant prouver qu'il était qui il disait être, et notamment des documents, j'ai envie de dire trop beaux pour être vrais, signés par Sarkozy et Kadhafi, nouant un pacte de corruption. Bon, j'ai fait oui de la tête comme ça, j'ai pris les documents, et puis une fois rentré au journal avec Karl, on a expertisé, regardé tout ça, et c'était des faux documents. Il se trouve qu'au même moment, enfin quelques jours après, les documents avaient été envoyés à la justice, qui a fait un peu le même travail que nous, qui avait conclu également à des faux documents. Bizarrement, tout ça qui apparaît dans le dossier judiciaire, bizarrement, Nicolas Sarkozy, je n'en tire pas de conclusion, mais il n'a pas poursuivi ces vrais faux documents. Alors que quelqu'un a tenté de le mettre dans la sauce avec des faux documents. Et voire même pire,
dans une des interviews qu'il a fait, c'était sur BFM TV, Nicolas Sarkozy a dit « Vous vous rendez compte, hôtel Krief, le juge Tournaire est allé jusqu'à Saint-Étienne pour aller vérifier des documents complètement fantaisistes, tout ça avec l'argent public. » Bah oui, il enquête à charge et à décharge, et c'est bien normal qu'il essaye de vérifier. Et donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur l'absence de plainte de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de ces documents, qui, si on les avait publiés, nous aurait mis complètement dans la panade, parce qu'on aurait publié des faux documents. J'ai plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'était un piège qui nous était tendu, par qui je n'ai pas totalement la réponse. Très bien. J'ai évidemment pas regardé pendant que tu parlais, car je buvais tes paroles, mais je vois bien qu'il y a quelque chose avec Saint-Étienne et Mediapart. Hein. Ah ouais, ça. Allez, Gaël Perdriau nous lit. Voilà, allez lire les enquêtes de Antoine Rouget sur le maire de Saint-Étienne, qui est toujours maire. Hein. Ouais. Alors oui, il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi t'as pas encaissé les fameux chèques de Sarkozy. Je ne voudrais pas être receleur de je ne sais quoi. Bonne question. Voilà, Terence, c'est très affûté. Ah mais non, mais Terence est toujours là pour poser les bonnes questions. Sait-on si une ou plusieurs personnes ont repris le rôle exercé par Alexandre Djouri et Ziad Takieddine dans les zones grises de la République? Si oui, qui sont-ils? Et c'est exactement ce que je me suis dit en sortant du film. C'est il y a 10 ans, tout ça, toutes ces affaires sont folles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'on ne sait pas? Bah, c'est dur à dire, et c'est sur ce sur quoi nous travaillons. Donc je peux pas répondre trop précisément à ce que nous n'avons pas encore écrit, mais il est certain que d'abord, ce que nous montre l'affaire libyenne, c'est en effet quelque chose qui est une forme de transgression par rapport à ce qu'il se passait avant, dont l'affaire Karachi a été l'apéritif, si j'ose dire. C'est l'extrême intimité et proximité entre les intermédiaires et le monde politique. En fait, avant, dans les grandes affaires, il y avait quand même des sas. Il y avait quand même des espaces qui étaient prévus pour que ces gens-là ne soient pas au contact direct du monde politique. Avec Djouri et Takieddine, ils partent sur le bateau ensemble, ils font les soirées ensemble. Les écoutes téléphoniques montrent leur extrême intimité entre les uns et les autres. Pensez donc qu'Alexandre Djouri s'est quand même rendu 54 fois à l'Élysée, dont une vingtaine de fois dans le bureau de Nicolas Sarkozy, tout le reste dans celui de Claude Guéant, pendant qu'ils étaient au sommet de l'État. Un homme qui est présenté dans le dossier judiciaire comme un intermédiaire au cœur de la corruption présumée, et qui a même la réputation d'avoir été un homme très dangereux. Beaucoup de personnes ont témoigné de la dangerosité supposée d'Alexandre Djouri, et d'ailleurs j'en avais fait un article avec Karl dans le journal. Il est évident que ces personnages aujourd'hui sont cernés par la justice. Alors peut-être qu'ils continuent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des affaires, mais il y a plein d'autres intermédiaires dont on parle dans le journal. Est-ce que par exemple, ça c'est une question que je pose, est-ce que par exemple un Alexandre Benalla, qui est quand même quelqu'un de jeune, n'a pas des désirs de devenir cette sorte de personnage? Pourquoi je dis ça? Parce qu'Alexandre Benalla, quand il a quitté l'Élysée, l'une des premières personnes qu'il est allé voir à Londres, c'est Alexandre Djouri. Ah oui, ok. Oui, tout ça a été bien raconté par plusieurs médias, dont Mediapart. Qu'est-ce qui devient Alexandre Benalla? Je sais pas, je suis pas en relation quotidienne avec lui. Hein. Moi, je te propose qu'on parle un peu du film et de comment il a été fait, parce que quand on voit le film, moi, il y a une des choses qui paraît, et je l'ai déjà dit la dernière fois, qui paraît un peu anecdotique dans ce genre de film, c'est le générique, où à la fin du film, on a qui apparaissent les noms des donateurs et donatrices qui ont financé ce film, et je trouve que ça donne vraiment une puissance toute particulière, parce que à la fin, on sent que on comprend ce que je disais, le puzzle, là, on a le puzzle, on a l'image globale de cette affaire, on est véritablement abasourdi par ça, et on voit que le film est soutenu par des citoyens, des citoyennes, et ça raconte quelque chose. Moi qui suis un peu parfois sentimentaliste, c'est hyper émouvant, quoi. C'est-à-dire, mais vraiment, je veux dire, c'est pas pour se bercer de mots et s'auto-cajoler, hein. Je veux dire, on a fait une levée de fonds. Ce film est financé par une campagne de dons. On n'avait jamais imaginé qu'on aurait 10 138 personnes qui allaient casser la tirelire avec un don moyen quand même de 50 €
pour nous donner plus de 500 000 €. On fait pas ça pour faire des records, mais c'est le record du crowdfunding pour un projet de cinéma. Avant, le record, il était détenu par Cyril Dion pour le film Demain. On a fait plus. Alors, j'espère qu'on aura autant de spectateurs et de spectatrices que Demain. 10 138 personnes qui donnent pour un film. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a un don moyen de 50 €, il n'y a pas quelqu'un qui a donné 50 000 €. Il n'y a pas un grand argentier caché. Je crois que le plus gros don, il est de 3 000 €. Il doit y en avoir 2 autres de 1 000 ou 2 000 €. C'est tout. Tout le reste, c'est j'allais dire, quand il y a une moyenne de 50 €, c'est beaucoup de sous quand même. Hein, voilà. Mais donc, c'est comme, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une mêlée derrière nous, comme au rugby, comme ça, de 10 000 personnes qui poussent comme ça. D'ailleurs, Yannick Kergoat, le réalisateur, il dit que quand il montait le film, il avait la sensation physique d'avoir 10 000 personnes sur les épaules qui étaient comme ça en disant, alors, il faut que je comprenne, etc. Et c'est vrai que d'avoir 10 000 ambassadrices, ambassadeurs pour un projet comme celui-là, je vous assure, c'est pas pour faire, ça fait chaud au cœur, quoi. On se dit, waouh, c'est quand même pas rien. C'est pour ça que ce film, on a coutume de dire entre nous qu'on l'a fait pour eux, mais on l'a fait aussi avec eux. Et ça, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de particulier dans le lien, j'espère, entre Mediapart et la communauté de ceux qui nous soutiennent. C'est clair. Donc, allez voir le film le 8 janvier. Et puis, si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Parce que je ne sais pas exactement dans quelle salle il va sortir, On ne sait pas encore. En fait, c'est en train d'être décidé par les exploitants. Les retours sont bons. Après, la place du cinéma documentaire dans les salles, c'est quand même limité. Nous, on espère que ça va prendre dès la première semaine. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à aller voir le film la première semaine pour qu'ensuite, ça fasse des petits dans plein de salles. Complètement. Et du coup, ce qu'on a fait, je le mets en même temps dans le chat, c'est qu'il y a un site qui s'appelle personne n'y comprend rien.lefilm.co que je mets dans le chat, qui permet de... Bon, déjà, vous avez les infos sur le film, la bande-annonce, etc. Et vous aurez les séances sur le... Ah bah, je vais essayer de le montrer en même temps. Les séances un peu partout en France. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus. Montrer voilà, c'est ça. Où vous aurez, donc évidemment là aujourd'hui, il n'y a pas de séance car le film n'est pas sorti, mais vous pouvez vous mettre une alerte pour quand ça sort dans votre ville. N'hésitez pas à aller dans les cinémas, dans votre cinéma. Demander. Oui, le demander. mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Il faut aller à Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne. Vous allez au cinéma, vous leur dites on a envie de voir le film et en fait ça aide le film. Et il y a également, puisqu'on en parlait, sur ce site, un jeu concours où vous pouvez gagner la fameuse BD dont on parlait tout à l'heure. Il suffit de rentrer son adresse email en dessous. J'ai mis le lien dans le chat. Allez-y. Moi, je pense que ce site va être un carton et que tout le monde va aller le voir. Mais vous mettez votre adresse email qui n'est pas gardée, qui n'est pas revendue, etc. C'est expliqué. Et vous pouvez le recevoir à la maison. Donc, allez-y. C'est un tip. C'est encore avant Noël. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le vendeur de chaussettes de Mediapart. En général, c'est moi qui fais ça. Et donc, on parlait là du crowdfunding, du financement participatif, et il y a eu des contreparties. Il y a eu des contreparties pour certains donateurs, donatrices, dont un tourbus. Non, mais ce que le journal m'aura fait faire. Mais clairement, hop, je mets le mini. Ah non, attendez, faut que là on a toujours la BD. Je reviens sur voilà la caméra et j'ai mis le petit bus, tu vois, en bas qui passe. Il y a eu un tourbus. Avec Fabrice, j'y étais, hein, avec donc pendant 3 heures à peu près, Fabrice, Karl, Yannick, Michael, qui racontait cette affaire sur les lieux du crime. Voilà, on a fait un tourbus de la corruption présumée dans Paris. On avait choisi 7 lieux. On a commencé par la mairie de Neuilly-sur-Seine. C'était incroyable et en exclusivité encore une fois mondiale. J'ai pas vu. T'as pas vu, donc tu vas découvrir en même temps que nous. Je vais laisser les micros si tu veux que je mette pause à un moment. Je peux mettre pause à un moment et tu commentes en live. Et je tiens à dire quand même que la bande-annonce de ce film a été vue en exclusivité sur Abonnez-vous déjà. Là, vous voyez des images qui ne seront pas diffusées pendant le film. Hein. Ce sera vraiment seulement sur le DVD ou la cassette VHS, les bonus. Et vous les avez aujourd'hui
ici avec nous. Donc, je vais vous montrer ça et on commente en même temps. Après, alors comment je dois faire ? Je dois faire ça, je dois enlever ça et je vous le mets pourvu que ça marche. C'est une exclusivité mondiale, les vacances, enfin le week-end de Fabrice Arfi. Ah, trop bien. Alors, c'est un montage raw, hein. Il n'y a pas encore... j'ai vraiment été chercher les rushs. Là, on est devant la mairie de Neuilly-sur-Seine. Un tour opérateur. Si vous êtes là, c'est que vous avez participé à la possibilité qu'un film existe. Et on s'est dit que avant la sortie du film, qui sortira le 8 janvier au cinéma, 2 jours après l'ouverture du procès de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, on avait envie de faire ça, un tour dans des lieux symboliques de l'affaire. Alors que Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux vont incarner une sorte de couple qui ne se quittera jamais dans leur trajectoire, ça bouge un peu, dans leur trajectoire politique. Là, c'est le moment où il a failli vomir. Hein. Ah ouais, j'ai failli vomir 15 fois. Enlever des photos officielles à cause de ses ennuis judiciaires, parce que très tôt, et pas simplement en se rasant, comme l'a dit un jour Nicolas Sarkozy à une émission de télé, il mûrissait le projet d'accéder à la magistrature suprême, à la présidence de la République. Et bien sûr, il ne fallait pas que des mauvaises réputations l'environnant puissent éclabousser son parcours et ses ambitions. Je poursuis. Donc l'hôtel que vous voyez là, c'est le produit de la corruption. C'est-à-dire que, littéralement, l'hôtel particulier qui est à votre droite, Ziad Takieddine a pu se l'acheter avec l'argent des commissions occultes de l'affaire Karachi. Et donc avec Fabrice, on est allé faire plusieurs interviews assez mémorables de Ziad Takieddine. Il rigole, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est devenu central dans l'affaire dont il vous a parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire l'affaire, je m'appelle l'affaire Karachi. Il est parti, Nicolas Sarkozy, finalement du cœur d'un système de corruption, et il a gravi les échelons année par année. Donc Fabrice l'a bien résumé. Et il disait c'est mon double au début. C'est assez marrant. Le 30 septembre 2005, Claude Guéant va rencontrer secrètement à Tripoli, dans le dos de l'ambassade, sans garde du corps, sans traducteur, sans diplomate, Abdallah Senoussi. En présence de qui ? Ziad Takieddine. On a quand même à l'esprit les déclarations de Mouammar Kadhafi au déclenchement de la guerre. Hein. Donc Mouammar Kadhafi, que dit Mouammar Kadhafi, que dit l'entourage de Mouammar Kadhafi en 2011, au moment où l'offensive occidentale se prépare, c'est on l'a aidé à financer sa campagne. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les investigations financières et fiscales, l'OCLIF, qui a été créé après l'affaire Cahuzac, en même temps que le parquet national financier, vont découvrir que le temps de la campagne présidentielle, Claude Guéant a ouvert ici, dans cette agence de la BNP Opéra, un coffre-fort si grand qu'un homme pouvait y rentrer debout dedans. En fait, il avait demandé à son agence, qui n'est pas ici, les clients de la BNP, s'ils avaient un grand coffre. On ne peut pas avoir la main qui tremble quand on publie des articles qui mettent ainsi en cause les plus tôt. Je fais une toute petite pause. On a vu là, vous avez vu des mains dessinées. Eh bien, c'est le dessinateur Tiens qui est dans le chat, qui a écrit qu'il était ouvert. On en parle dans une seconde. Aux dirigeants de l'État. Ni pour les journalistes qui écrivent, ni pour le directeur de la rédaction de l'époque qui s'appelait François Bonnet, qui a permis de publier cette enquête, ni pour le directeur de la publication Edoui Plenel, qui a eu le courage de publier des articles en 2011, puis en 2012, dans un moment critique entre 2 tours d'élection présidentielle et puis après. Hop là, je remets le micro. Et oui, on a Tiens qui est avec nous dans le chat. Salut, bienvenue avec nous. Pas ouf le dessin. Voilà, ça c'est à chaque fois qu'on a des gens à Mediapart, ils sont humbles. Eh bien, figurez-vous
que vous allez pouvoir en juger par vous-même, car encore une fois, en exclusivité mondiale. C'est Noël. Ouais, non, c'est Noël, hein. Vraiment, aujourd'hui. Alors que là, il faut que tu te fermes les yeux, tiens, si tu n'arrives pas à te voir à l'écran, parce que nous, on est fans. Allez le suivre sur Instagram. Ah ouais, c'est génial ce qu'il fait. Donc, tiens, BD, comme c'est écrit dans le chat sur Insta. Et donc, il a suivi avec nous ce tourbus. Il nous assure. Donc là, on a Fabrice. Bon, ok. Ah, mais non, c'est la dernière. Ah, mais mince. Attendez, il y a un problème. Ah non, je vous ai spoilé, quoi. La première, voilà. Ouais. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir l'hôtel Beauvau qui abrite le ministère de l'Intérieur. Purée, ouais, j'ai fait un spoil légendaire qui restera dans les annales. C'est pas grave. On fait comme si c'était on coupera pas parce qu'on est en direct. On fait comme le stylo effaceur de mémoire de. Exactement, voilà. Men in Black. Men in Black, merci. Alors, tu découvres en direct, hein. C'est ici que Nicolas Sarkozy a œuvré pour blanchir le terroriste Abdallah Senussi en vue de nouer des liens avec Kadhafi. Oh c'était vraiment ça, hein. Vraiment fan club. Faut savoir que c'est les gens qui étaient dans le bus sont les gens qui ont donné pour le film, hein. Donc vraiment fan club. Sur votre droite, la BNP Opéra. Mais en plus c'est drôle parce qu'on vient de le voir en vidéo également. Il y a Edoui Plenel qui passe derrière, qui rôde dans les parages. Je peux pas s'empêcher. Allez, viens donc. Viens. On parle du film. On découvre la BD qui a été faite pendant le tour opérateur. Alors attends, je vais couper mon micro et mettre le tien bien fort. Non, mais il n'y a pas de souci. Il va y avoir des vidéos aussi qui ont été faites. Ah oui, ça a été diffusé en exclusivité pour Twitch. Est-ce que tu peux lire parce que du coup mon micro est coupé. Alors, sur votre droite, la BNP Opéra. C'est ici que Claude Guéant a ouvert un coffre-fort le temps de la campagne de Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas, Karl ? Et c'est vrai. Et alors, Claude Guéant, pour la petite histoire, a quand même dit que dans ce coffre, c'est le dessin là. Voilà. Et Karl dit, oui, ce coffre si grand qu'une personne pouvait rentrer debout dedans, Claude Guéant dira à son sujet, il servait à stocker les discours de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment ce qu'il a dit. Voilà, parce que les gens font. Il écrit Nicolas Sarkozy avec des grosses touches d'ordinateur, des gros discours. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un coffre-fort pour mettre des discours qui ont vocation à être dits publiquement pendant un meeting. Dans l'actu, tout ça. Voilà. Ouais. Merci d'être passé. Hein. Je pense qu'il va aller voir le film en bas, hein, qui a commencé depuis 10 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, on descendra après vous. Et donc, c'est pas fini. Hop là. Sur votre droite, au pied de la Tour Eiffel, sera organisée l'exfiltration de Béchir Saleh. Béchir Saleh, c'est le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, dont on va découvrir alors qu'il est visé par une notice rouge d'Interpol, c'est-à-dire un mandat d'arrêt international, qu'il est protégé par la France et qu'au lendemain de révélation de Mediapart, justement dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, les services secrets français, dirigés par le fameux Bernard Squarcini, dont on a parlé tout à l'heure, avec l'intermédiaire Alexandre Jory, dont on a aussi parlé tout à l'heure, vont organiser l'exfiltration du directeur de cabinet dans une pure scène de polar ou de roman d'espionnage. Et c'est vrai que tout ça s'est noué au pied du plus grand monument connu à l'échelle mondiale de la France, de la Tour Eiffel. Et donc, avec le bus à 2 étages, on y est allé pour leur montrer où a eu lieu la réalité. C'est génial, en plus, il faisait hyper beau. Les lumières étaient belles. Ça faisait un tour de Paris. En plus, il y a des gens qui venaient de loin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur là qui arrivait de Toulouse. Exactement. On a eu Normandie, Montpellier, des gens qui s'étaient levés à 5h du matin pour être là en début d'après-midi. Enfin, quand je dis que c'est émouvant, c'est pour de vrai émouvant, quoi. Non, ouais, vraiment, c'était super. On continue. Alors, cet intermédiaire, c'est... Cet intermédiaire entre Kadhafi et Sarkozy était recherché par la justice française. C'est ici même qu'il a retrouvé Squarcini et Jory pour préparer sa cavale. Et donc la fameuse Fabrice. Bon, ok, je vous le refais, mais c'est la dernière fois. Quelle indignité. Et et le peuple. Voilà, c'était mon stand-up. Voilà. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'était vraiment super. Hop, Attendez, est-ce qu'on a tout dit ? On a tout dit. Tiens, hop, je l'enlève. Ouais, et merci, tiens, c'est trop bien. Et donc, ce sera là, vous l'avez en exclu mondial, comme je disais. Hop, j'essaie de remettre en même temps. On s'en fiche. Voilà. Et donc ça, ce sera publié demain sur le compte. J'espère que je dis pas de bêtises et que je suis pas en train de donner des ordres. Tu me dis, c'est bien ça, hein, c'est demain sur ton compte Insta en cross-post
comme on dit avec Mediapart. Merci à toi d'avoir été là et par ailleurs quelle belle rencontre. Et je crois que tu as vu le film quelques jours après et tout. Donc merci pour ça. Et il y a d'autres allez, je sais pas si je spoil pas tout, mais vous allez avoir on a fait comme pour le crowdfunding, on a fait de la communication un peu différente de ce qu'on fait à Mediapart, donc vous aurez plein de belles choses à découvrir au moment de la sortie du film. On est bien fiers. On revient peut-être un peu sur le fond de l'affaire. Je vais prendre une carte au hasard. Celle de Bernard Squarcini. Dit Le Squal. Le Squal, il y a eu donc aussi d'autres podcasts, d'autres affaires, etc. Ouais, il est surnommé le Squal parce qu'il nageait en eau trouble et il a été jugé récemment dans l'affaire LVMH, notamment pour l'espionnage, mais pas que, du journaliste qui va devenir député François Ruffin. Et Karl Lasquier, qui a couvert le procès Squarcini, a eu une phrase absolument géniale. Il dit « On l'appelait le Squal, mais il a une mémoire de poisson rouge. » devant le tribunal, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il disait « Non, je sais pas, je suis pas au courant, etc. » Bon, c'est quand même l'histoire du patron du renseignement intérieur qui a... Sitôt qu'il a quitté la police en 2012 avec l'élection de François Hollande, va rejoindre les couloirs de la multinationale LVMH. Il va être accusé d'avoir mis en œuvre de la basse police au service du milliardaire Bernard Arnault et de son entreprise. Il a été jugé pour 11 délits présumés. Des peines de prison ont été réclamées contre lui par le parquet de Paris. Et le jugement a été mis, comme on dit, en délibéré. Je n'ai pas la date précise, mais je crois que c'est au mois de mars que cela doit être rendu. Donc on verra à quelle sauce judiciaire il va être mangé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'en profite pour rappeler, abonnez-vous à Mediapart, vous pouvez le faire gratuitement grâce au lien que je mets dans le chat et qui sera, si vous ne regardez pas en direct, grosse erreur, mais si vous nous regardez sur YouTube ou sur Mediapart plus tard, je le mets aussi, c'est aussi dans le sous le truc YouTube, quoi. Donc 1 mois d'abonnement gratuit sans avoir besoin de rentrer sa carte bleue, sans reconduction automatique pour découvrir tous les articles dont on parle et bien plus encore. Et puisque il y a une question sur qui a eu l'idée de faire appel à Florence Loirecaille pour la voix off du film. C'est vrai qu'il faut absolument le dire parce qu'il y a une voix off pendant tout le film d'une actrice absolument géniale qui s'appelle Florence Loirecaille, que vous connaissez peut-être puisque c'était le personnage Marie-Jeanne dans le bureau des légendes, cette série géniale d'Éric Rochant et qui a été coécrite par Camille de Castelnau. Et Florence Loirecaille, qui en plus d'être une actrice géniale, a une voix absolument formidable. Yannick Cargoat et Gabrielle Juel, la coproductrice du film, ont eu l'idée de lui demander si elle voulait bien faire la voix off du documentaire Personne n'y comprend rien. Et Florence a accepté, mais vraiment du jour au lendemain. Et on est absolument conquis, ravis du résultat et de la rencontre. Merci beaucoup, mais tu m'as coupé au moment où j'allais dire, parce que j'ai oublié de le faire. Il y a évidemment sur abonnez-vous à Mediapart, tout ça, et tiens, dont on parlait juste avant, la BD, pas la BD, sinon ça n'a aucun sens, a sorti une BD qui s'appelle, que j'ai oublié évidemment, Coco contre le capitalisme, je sais plus comment c'est. Oui. Et vu qu'on va pas faire aujourd'hui le moment Père Castor avec les conseils culturels, et ben on fera celui-là. Coco n'aime pas le capitalisme. Merci. Voilà, super cadeau pour Noël s'il en reste, parce que je crois que ça s'arrache dans toutes les bonnes librairies, donc allez-y, c'est l'occasion. Ensuite, j'avais vu une question. Est-ce qu'il y a le coffre de Benalla dans le coffre de la BNP? Ça, c'est encore un mystère. C'était avant. Bonsoir Mediapart, les yeux dans les yeux. Oui ou non, l'enquête sur la plateforme Kik a-t-elle été commandée par Twitch France? Eh bien, je vous le dis, non. D'ailleurs, on n'a pas encore invité Marie sur Twitch, et je pense que ça va se faire bientôt. Et donc, non, on n'a pas du tout de conflit d'intérêt. De toute façon, nous ne touchons pas d'argent de Twitch et nous ne sommes pas en lien avec Twitch France. On a désactivé tout ça. Mais c'est une bonne question. Non, il n'y a aucun lien entre ça et ça. Papa Poirot n'aime pas. Bon. Comment? Papa Poirot n'aime pas. Il a écrit du capitalisme. Voilà.
Ouais. Ah, c'est même oui. pas le capitaine. Ah oui, d'accord, pardon, je comprenais pas. C'est un bout non. du titre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me disait j'aime pas. Bon. Encore le jeu du qui est qui, hein, on continue. Allez. Pourquoi Hillary Clinton. Pourquoi Hillary Clinton? Qu'elle fait là, Hillary Quel Clinton. rapport? Hillary Clinton, elle était donc ministre des Affaires étrangères, donc la patronne de ce qu'on appelle le département d'État aux États-Unis. Et elle a été destinataire d'un mail, d'un ponte du renseignement. En fait, c'est des mails qu'on a retrouvés parce qu'ils ont été rendus publics dans le cadre d'une enquête qui a été faite après une attaque terroriste contre le consulat américain à Benghazi en Libye. Et dans la démocratie américaine, c'est vrai qu'on rend dans le cadre des enquêtes publiques plein de documents et notamment il y avait plein de batchs de mails. Et dans un des mails qu'on a retrouvé d'Hillary Clinton, il y avait ce ponte du renseignement qui lui disait « Si tu aimes les crimes non résolus, alors penche-toi sur la mort hautement suspecte de Choukri Ghanem. » Or, qui est Choukri Ghanem ? Choukri Ghanem, c'est un ancien Premier ministre, ancien ministre du pétrole libyen, qui a été retrouvé flottant dans le Danube en Libye. Voilà, c'est lui, pardon, flottant dans le Danube à Vienne, en Autriche, où il avait fui pendant la guerre en Libye. Et il est mort... Corrélation n'est pas causalité, mais il est mort, du point de vue chronologique, 24 heures après les révélations de Mediapart en avril 2012, qui vont d'ailleurs provoquer l'exfiltration de Béchir Saleh, dont j'ai déjà parlé. Et pourquoi Choukri Ghanem, c'est quelqu'un de très important dans l'affaire libyenne ? Parce qu'il a été découvert après sa mort par la police autrichienne des carnets manuscrits qu'il renseignait dans la perspective d'écrire ses mémoires. Bon, ça arrive assez souvent avec les personnalités publiques, qui sont des carnets manuscrits qui d'ailleurs ont été transmis à la police et à la justice norvégienne, parce qu'il y avait une grande affaire de corruption en Norvège, et comme Choukri Ghanem était ministre du pétrole, il était lié à ces histoires de pots de vin, et donc ça a été utile pour la justice norvégienne, et puis qui ensuite ont été donnés à la justice française. Or, il a été découvert que dans une note d'agenda manuscrite, en avril 2007, Choukri Ghanem consignait les versements qui étaient faits par plusieurs dignitaires libyens au profit de Nicolas Sarkozy dans la perspective de l'élection présidentielle. Et pourquoi ça, c'est un élément important dans le dossier ? Parce que la première ligne de défense dont il a changé, Nicolas Sarkozy dans le dossier, c'était de dire, mais cette affaire des financements libyens, en fait, c'est une fabrication des kadhafistes, de la dictature, parce qu'on allait les bombarder pendant la guerre. Donc, ils ont créé un rideau de fumée, ils ont inventé une affaire de corruption pour essayer d'empêcher la coalition, et notamment l'OTAN, de les bombarder. Pourquoi pas ? Bon, c'est une hypothèse qu'il faut regarder. Évidemment, une dictature peut être prête à plein de choses pour empêcher d'être renversée. Sauf que si Choukri Ghanem, en 2007, au moment de la lune de miel entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, il faut se rappeler que c'est en décembre 2007 que Kadhafi est accueilli avec un tapis rouge absolument munificent déroulé par la République française. Si en 2007, Choukri Ghanem consigne les versements de la corruption franco-libyenne, il ne peut pas prévoir 4 ans à l'avance qu'il va y avoir la guerre. Donc c'est bien la démonstration matérielle que ça ne peut pas être une invention en 2011 au moment de la guerre en Libye. Alors les sarkozystes essayent de dire que ces documents sont faux, eux aussi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils disent que c'est faux, ils sont pourtant versés au dossier judiciaire et n'ont pas du tout été jugés comme faux. Désormais, Nicolas Sarkozy a changé de version dans cette affaire. Il dit plus ça. Nicolas Sarkozy dit, en fait, oui, les Libyens ont versé de l'argent en pensant qu'ils allaient nous financer. Mais Ziad Takieddine a tout gardé pour lui. En fait, Takieddine a escroqué les Libyens. Ça pose 2 questions. La première, c'est que si les Libyens ont vraiment versé de l'argent en pensant qu'ils allaient financer Sarkozy, alors le document qu'on a publié, nous, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, est parfaitement légitime. On ne voit pas pourquoi ce serait un faux. Mais pourtant, Nicolas Sarkozy continue de dire que c'est un faux. Et puis, est-ce que Ziad Takieddine a gardé tout l'argent ? D'après les juges d'instruction, Takieddine, qui est tout sauf un philanthrope, évidemment, a gardé de l'argent, mais il en a reversé beaucoup, notamment une partie qui a atterri sur les comptes aux Bahamas d'un intime de Sarkozy, dont on a parlé tout à l'heure, Thierry Gobert, mais aussi beaucoup de versements de fonds en espèces qui ont été retirés en cash depuis un compte en Suisse et amenés en France au moment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a eu du cash pendant l'élection présidentielle ? La justice dit qu'il y a eu une circulation massive d'espèces non déclarées pendant l'élection présidentielle. Ça, c'est des dons. Voilà, à tel point que, en fait, la justice a permis,
même si c'est vraiment des décennies, 2007, il y a bientôt 20 ans, ils ont permis de prouver, c'est une étude qui a été faite dans le cadre de l'enquête judiciaire, qu'à la toute fin de la campagne présidentielle, il restait dans les armoires fortes de la campagne de Nicolas Sarkozy 250 000 € en espèces et en grosses coupures. Ça veut dire qu'il faut prendre ce chiffre comme la butte témoin de ce qui a circulé pendant la campagne. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tout était fini, quand il n'y avait plus de dépenses, il restait 250 000 €, ce qui est absolument considérable et qui a été versé notamment en prime de campagne à beaucoup de personnel de la campagne présidentielle. Et Éric Woerth, qui était trésorier de la campagne, a dit que en fait, ces versements en grosses coupures, c'était des dons anonymes qui avaient été envoyés par la Poste. Bon, alors le préposé à la Poste de l'UMP a été entendu dans le dossier. Il dit moi, j'ai jamais vu de dons anonymes avec des billets de 200 ou 500 €. D'ailleurs, il faudrait s'imaginer le raisonnement d'un militant qui se dit tiens, je vais envoyer 200 € ou 500 € en espèces, sans dire qui je suis, sans pouvoir les déduire fiscalement, parce que les dons politiques sont déduits. Ils sont comme ça, à voilà, donc chez les Républicains. C'est une générosité anonyme, modeste, pudique, et en plus très généreuse, puisque non déductible fiscalement. Bon, c'est Valérie Pécresse qui va être jalouse de tous ces dons anonymes. J'en montre une, ma préf. Michel Marchand. Et du coup, je remontre Ziad Takieddine. D'ailleurs, elle est physiquement, elle est là quand il se passe ça. Et vous voyez, c'est en 3D. Voilà, Mimi Marchand, elle est physiquement au même moment quand Takieddine est c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu de cette affaire dans l'affaire ? Ça, c'est fou, en fait. C'est donc Ziad Takieddine, en novembre 2020. On est 1 mois après la 4e mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen, qui est la mise en examen la plus infamante pour lui, parce qu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Donc c'est vrai qu'association de malfaiteurs pour un ancien président de la République, ça pèse lourd. Et 1 mois plus tard, il y a un événement médiatique qui surgit à la fois dans Paris Match, l'un des vaisseaux amiral du groupe Lagardère, qui est dirigé à l'époque par un journaliste qui s'appelle Hervé Gattegno, mais aussi à la une de BFM TV, événement, interview de Ziad Takieddine, l'un des accusateurs de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. Il est là. C'est cette interview-là. Voilà, avec le micro, là, avec le fil qui pend n'importe comment. C'est 30 secondes, pas plus. 30 secondes d'interview, durant lesquelles Ziad Takieddine dit « il n'y a jamais eu de financement libyen ». Et en fait, c'est la justice, c'est le juge Tournaire qui m'a demandé d'accuser à tort Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen. Ça devient un événement pas possible. La rétractation de Ziad Takieddine, il n'y a plus rien dans le dossier. Comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy tweet la vérité avec un V majuscule, éclate enfin, point d'exclamation. Enfin voilà, c'est la victoire. Il fait d'ailleurs après une interview sur BFM TV de 45 minutes en réclamant du bout des lèvres qu'une enquête soit ouverte contre le juge Tournaire. Or, qu'est-ce qu'on va découvrir, Mediapart, mais aussi le journal Libération, c'est qu'en réalité, ce qui était la rétractation de Ziad Takieddine va devenir l'affaire de la fausse rétractation. En fait, tout ça a été organisé par une équipée baroque à la tête de laquelle il y avait la femme d'affaires et communicante Mimi Marchand, qu'on appelle la reine des paparazzi, la papesse des paparazzi, qui travaille notamment dans la presse People, qui est présente au moment où Ziad Takieddine dit ça sur la marina de Beyrouth. Il s'est enfui à Beyrouth, son pays natal, parce qu'il a été condamné dans l'affaire Karachi. Or, d'après la justice, une somme très importante a été proposée à Ziad Takieddine, 4 millions d'euros, pour qu'il se rétracte. Depuis, il y a une enquête distincte de l'affaire principale libyenne qui a été ouverte, qui est allée très loin, puisque Mimi Marchand a été mise en examen, mais également Nicolas Sarkozy. Et au-delà de Nicolas Sarkozy, sa femme, Carla Bruni, dont on a découvert qu'elle avait utilisé un téléphone secret qui est au cœur des investigations. Les principales mises en examen sont la subornation de témoins, c'est-à-dire quand on demande à un témoin de mentir en connaissance de cause et voire même qu'on lui fait des promesses pour cela, pour envoyer la justice dans le mur, et une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie très particulière qui s'appelle l'escroquerie au jugement. Donc voilà, l'affaire dans l'affaire qui montre que Nicolas Sarkozy, qui se dit officiellement extrêmement serein dans ce dossier,
a manifestement besoin de la fausse rétractation de Ziad Takieddine pour faire croire qu'il est blanchi dans l'affaire libyenne. Alors, continuez à poser vos questions dans le chat. On nous dit que l'avocat de Sarkozy est en ce moment même invité à C'est à vous. Tu aurais pu être face à j'aurais lui. pu être. Mais tu es vachement mieux avec voilà, nous. Patrice Spinozzi, qui est l'avocat de Sarkozy devant la Cour de cassation. Voilà. Tu es vraiment trop fort au qui, c'est impressionnant. Mais heureusement, vous préférez être avec nous et rester ici. Merci. Avec votre nom compliqué. Ouais, oui, 3MMAP, 33L. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous regardent et qui en même temps, c'est à vous, c'est le fan club de Sarkozy. On est sur une journée totale Sarko. C'est incroyable. Une question de Terence, je l'ai pas lu à l'avance, mais je suis sûr Emma qu'elle va être Peel. bien. Ah oui, d'accord. De quoi 3MAPE, ouais. 3, Ah, c'est okay. Emma Peel. Ouais, bien sûr. Ah oui. D'accord, parfait. Ok, on l'a. Bonjour, bienvenue. Est-ce que la législation anti-blanchiment a suffisamment été durcie pour repérer ces dépôts suspects ? Je pense à un récent cas belge où la loterie nationale a dénoncé un ancien ministre des Finances, Didier Reynders, qui a même été commissaire européen, qui aurait déposé 200 000 € sur son compte en ligne à la loterie. Incroyable. Par l'intermédiaire de vouchers payés en cash pendant plusieurs années. C'est une bonne question. Je suis pas maître totalement de la réponse, et donc quand je sais pas, je préfère dire je sais pas. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que les autorités de contrôle concernant les dépenses électorales, notamment pendant les campagnes présidentielles, n'ont pas les moyens de contrôler grand-chose. Je vous donne un exemple, c'est l'affaire Big Malion. Donc là, c'est pas l'affaire, c'est pas la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, c'est celle de 2012. Quand on est au deuxième tour de l'élection présidentielle, on peut pas dépenser plus de 22 millions d'euros. C'est la loi française. Mais en fait, il a été découvert que la campagne de Sarkozy en 2012 a coûté plus de 45 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 millions d'euros qui ont été camouflés aux autorités de contrôle qui n'ont rien vu de ces 20 millions d'euros. Ils avaient vu qu'il y avait 300, 400 000 euros qui posaient problème, mais en fait, c'est 20 millions d'euros. Donc quand même, pour passer à côté de 20 millions d'euros qui, d'après les jugements en première instance et en appel, ont été financés grâce à un système de fausses factures avec la société Big Malion, qui était organisatrice des meetings de Nicolas Sarkozy en 2012, bon, bah, ça nous raconte quelque chose sur la pauvreté de moyens et la faible acuité des autorités de contrôle sur ce type de flux financiers. J'espère qu'ils ont été vérifiés les comptes de campagne de Philippe Poutou et que sa campagne était aussi cher payée. On nous demande là sur Carla Bruni. Attendez, je l'avais. Voilà. Hello, j'étais pas au courant de l'implication de Carla Bruni. On peut avoir un peu plus d'infos là-dessus. Est-ce que tu peux revenir un peu? En fait, je montre. Je montre pas ça. Hop, voilà. En fait, Carla Bruni, il a été découvert que dans les heures qu'ont suivi des révélations de Mediapart en décembre 2019 sur un flux bancaire qu'on a appelé le chaînon manquant, qui est le flux qui montre les liens financiers avec des traces bancaires entre la dictature libyenne et l'homme dont je parlais tout à l'heure, Thierry Gobert, et son compte non déclaré aux Bahamas. Dans les heures qu'on suivi, Carla Bruni a écrit à l'homme qui s'occupe chez elle, un prestataire qui s'occupe de sa téléphonie, de son Wi-Fi, de ses ordinateurs, de lui ouvrir une ligne téléphonique qui n'est reliée à rien du réseau informatique et téléphonique qui est le sien. Et ce numéro de téléphone, les enquêteurs vont découvrir que ce téléphone a servi dans le cadre de la fausse rétractation de Ziad Takieddine pour avoir des informations sur la préparation de l'opération de la fausse rétractation qui va profiter à Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, certains organisateurs de cette fausse rétractation ont dit que une partie de la communication entre Mimi Marchand, Nicolas Sarkozy et toute l'équipe de la fausse rétractation était passée par Carla Bruni. Le téléphone a été retrouvé, les échanges sur les téléphones ont été retrouvés. En fait, dans un premier temps, Carla Bruni a dit « Je ne connais pas cette ligne, elle n'est pas à moi ». Et avec les éléments matériels qu'ont retrouvés les policiers, finalement, elle a dit oui, je reconnais l'existence de l'ouverture de cette ligne, et c'est une ligne qui servait à mes enfants. Or, elle a été ouverte sous le sobriquet d'Alexandre. Aucun des enfants ne s'appelle Alexandre. Aucun des messages échangés ne montre que des enfants s'en sont servis. En revanche, il y a des messages de Mimi Marchand concernant l'opération qui s'appelle Sauver Sarko, puisque entre eux, ils savaient appeler ça l'opération Sauver Sarko. C'est la raison pour laquelle Carla Bruni a été mise en examen dans le dossier.
Et en fait, elle s'est comportée exactement comme son mari dans ce dossier, c'est qu'elle a lâché Mimi Marchand. Et c'est le nom de l'article que je montre. Exactement. Carla Bruni lâche Mimi Marchand. Quelqu'un qui est allé en prison, ce n'est jamais par hasard. C'est pas très prudent comme phrase quand son mari a désormais un bracelet électronique. Est-ce que c'est pas par hasard? Mais c'est fou. Vaut mieux pas être leur pote, eux, c'est terrible. À l'équipe. Là. Ça, c'est très intéressant en termes de structure, d'attitude. Nicolas Sarkozy, dans tous les dossiers, il a lâché les siens. C'est-à-dire que dans l'affaire Bismuth, il avait lâché son avocat Thierry Herzog en disant « vous connaissez Thierry Herzog, comment il est, il en fait beaucoup, etc. » Dans l'affaire Big Malion, il a lâché son équipe de campagne. C'est si vrai qu'il est venu... Attends, j'ai pour Thierry Herzog, pas encore montré Thierry Herzog. L'avocat qui a été condamné aussi pour corruption et trafic d'influence. À ne pas confondre avec Thierry Gobert. Voilà, les deux Thierry. Mais oui, ils sont derrière. Voilà, Thierry Gobert, Thierry Herzog. Il a lâché Thierry Herzog. Dans l'affaire Big Malion, il a lâché son équipe de campagne. En disant, vous pensez bien que j'avais autre chose à faire que ces histoires de Big Malion. Dans l'affaire libyenne, c'est très important, il a jeté sous le bus Claude Guéant et Brice Hortefeux. Il a quand même dit aux juges d'instruction... Alors, on ne parle pas du bus, non, du tourbus. Il a jeté symboliquement sous le bus. Voilà, c'était pas le tourbus de Mediapart. Claude Guéant et Brice Hortefeux, où il a dit, et aux juges, c'est sur PV, il dit, vous me demandez si ça me choque, ce que vous me dites sur eux. Oui, ça me choque, c'est pas tolérable, etc. Il a des mots très durs jusqu'à dire... Vous vous rendez compte, on pensait connaître les gens. Voilà, c'est quand même très violent. Et Carla Bruni, comme Nicolas Sarkozy, ont lâché Mimi Marchand en disant qu'elle les a trompés, alors qu'elle, d'une certaine manière, ça la rend presque attachante. Elle qui s'est si dévouée pour le clan Sarkozy, qui se retrouve complètement lâchée en race campagne maintenant que les flammes judiciaires se sont rapprochées du couple. Il y a un moment de grâce sur Mediapart, là, on voit, c'est un hasard. On a Carla Bruni avec Mimi Marchand et juste à côté, on a Affaire Bismuth. Voilà. C'est un hasard. Il y a une question sur on est perdu dans les affaires Sarkozy, est-ce qu'on peut faire le point? Pas de difficulté. On peut le dire, personne n'y comprend rien. Personne n'y comprend rien. On va faire le point. J'espère le plus pédagogiquement possible. C'est parti. Dans l'affaire... Attends. Je vais le mettre, je nous remets en grand écran. Comme voilà. Ça. Dans l'affaire Bismuth, l'affaire de corruption, Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné depuis aujourd'hui, notamment à bracelet électronique pendant 1 an et aussi à la privation de ses droits civiques. Ça veut dire qu'il ne pourra pas voter, par exemple, à l'élection présidentielle de 2027, puisque la privation de ses droits physiques, civiques, d'après le jugement, c'est 3 ans. Autre affaire, l'affaire Big Malion, les comptes de campagne de 2012. Il a été condamné, Nicolas Sarkozy, en première instance, en appel. Il s'est pourvu en cassation, donc la décision n'est pas encore définitive. Par ailleurs, il va être jugé dans l'affaire libyenne pour 4 délits présumés: corruption, financement illicite de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Par ailleurs, il est, 4e affaire, mis en examen dans l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, qui est une affaire satellite de l'affaire libyenne pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs. Et par ailleurs, Nicolas Sarkozy est cité dans d'autres enquêtes en cours, notamment l'attribution du mondial au Qatar, du mondial de football au Qatar, où son nom revient avec beaucoup d'insistance. Pour l'instant, il n'est pas poursuivi dans ce dossier. Et il est également au centre d'une autre enquête, qui est une enquête préliminaire du parquet national financier pour l'argent russe qu'il a reçu ces dernières années, et même les déclarations de soutien qu'il a fait à Vladimir Poutine. Voilà, j'espère que j'ai été le plus précis possible. Incollable. Place au jeu. C'était incroyable. On peut vraiment te poser toutes les questions sur toutes les affaires de Sarkozy. Ça m'effraie. Oui, c'est un peu effrayant. C'est terrible. J'aimerais bien passer à autre chose. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Écoute, je crois qu'il y a Emmanuel Macron qui t'attend. Alors, est-ce qu'il y avait, j'ai cru qu'il y avait d'autres questions, j'ai cru voir quelques questions. N'hésitez pas, il reste quelques minutes ensemble, donc posez toutes vos questions à Fabrice. Complément d'enquête a fait un excellent documentaire sur le sujet, c'est vrai. Il faut dire que parmi les rares médias qui ont chroniqué l'affaire libyenne, il y a Complément d'enquête et il y a eu aussi un cache investigation, donc le service public, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Ouais, moi j'aimerais bien revoir les images qu'on avait en commun entre Mediapart. Avec Première Ligne. Takieddine. Ouais, c'est sur les aveux de Takieddine sur comment il a porté les valises de cash de l'affaire libyenne.
Alors, je vous les mets. Alors, comment on fait? Hop là. Alors, désolé, c'est sur YouTube. Normalement, il n'y a pas de pub. En plus, c'est 16 minutes, donc c'est assez long. Mais... Non, on va mettre juste le début. Mon préf. Hop. Écoutez, une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Je pense que ça suffit en fait. Voilà, c'est ça. Déjà, Et c'était intéressant parce que en fait, dans cette séquence, Ziad Takieddine s'auto-accuse, il s'auto-incrimine d'avoir porté des espèces. Et surtout, il donne des dates précises. Et on a vérifié ses déplacements entre Tripoli et Paris au moment des dates indiquées, ça collait. Et par ailleurs, il y a le témoignage notamment d'Abdallah Senoussi, que Senoussi avait fait devant la Cour pénale internationale, qui donnait exactement les mêmes chiffres, les mêmes destinataires, les mêmes dates. Et Ziad Takieddine ne pouvait pas savoir au moment où il fait ses déclarations que Senoussi avait déclaré ceci devant la CPI. Voilà, et je pense que les graphistes de Mediapart ont explosé en voyant le logo en bas, acharté en noir. Ouais. Mais ça a fait quand même 1 200 000 vues. Et oui, c'est des vidéos il y a 8 ans, qui a le plus marché. Qui a le plus marché depuis, je crois qu'il y a l'interview avec Adèle Haenel, puis il y avait eu, comment s'appelait le comédien? Il y avait pendant le confinement un comédien. Vincent Lindon. Vincent Lindon, là, ça avait cartonné aussi. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles questions? Car moi, je suis à bout de questions. Parce que, bon, toi, tu fais beaucoup, mais c'est vrai que moi, j'ai déjà vécu le tourbus. Je lis tous les articles de Mediapart et en plus, je fais ça. Il y a une très bonne question. En parlant de chaînons manquants, y a-t-il des zones d'ombre dans le dossier dans lesquelles la défense est susceptible de s'engouffrer pour semer le doute? Absolument. Lesquelles? En fait, comme dans tout dossier financier, on n'a jamais le puzzle total de ce qui s'est passé. D'ailleurs, les juges l'expliquent bien dans leur ordonnance de renvoi. C'est le rapport de synthèse, 565 pages, qui saisit le tribunal pour le procès. Les juges écrivent qu'elles n'ont pas pu identifier de montant fiable total de toute la corruption. C'est-à-dire qu'elle dit on n'a pas de vue d'ensemble de tout ce qui a été versé. Mais nous avons pu mettre en évidence, c'est le terme de l'ordonnance de renvoi, des versements, des paiements et des contreparties. Et là, il y a plusieurs montants. Évidemment, dans une affaire qui est aussi complexe, aussi vaste, aussi internationale, il faut quand même imaginer que cette enquête, elle a eu lieu dans 17 pays différents, qu'il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur l'affaire. C'est sidérant. C'est à peine croyable. Il n'y a pas eu un policier détaché à temps plein sur l'affaire libyenne et pourtant, ils ont réussi à faire tout ça. Je regardais pour les besoins d'un cours sur le journalisme que je donne à Normal Sup. J'ai fait un cours. Salut les étudiants. J'ai fait un cours sur la place du journalisme d'enquête dans le cinéma américain. Et donc, je leur ai montré des extraits des hommes du président sur le Watergate. Et donc, en me replongeant dans l'histoire du Watergate, il y a eu 152 enquêteurs du FBI. Détachés à temps plein. Pour l'affaire libyenne, on n'a pas eu un à temps plein. C'est quand même, ça nous raconte quelque chose de la démocratie française. Dans les affaires financières, c'est là où je veux en venir. Contrairement à une affaire criminelle, un assassinat, on n'a pas d'ADN. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est reconstituer un puzzle extrêmement complexe qui passe par des flux financiers qui vont dans les paradis fiscaux. On utilise les espèces parce que ça laisse pas de traces dans les affaires. Il n'y a pas de preuve définitive dans ce type de dossier. On n'a pas la vidéo de Sarkozy qui prend une enveloppe des mains de Kadhafi et le chèque, il n'est pas endossé par Sarkozy et signé par Kadhafi. Donc il y a une démonstration judiciaire qui est extrêmement méthodique. Et moi, je dois dire, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vu dans une affaire aussi importante, aussi sensible, aussi internationale, aussi complexe, autant d'éléments. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce au début. C'est qu'il y a des documents, il y a des photos. Parce qu'on dit, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves de quoi? Il y a plein de preuves. Il y a des preuves des rencontres secrètes, il y a des preuves des versements, il y a des preuves de contrepartie. Est-ce qu'il y a la preuve de la remise de la valise? Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de selfie pendant qu'ils remettaient l'argent. D'autres auraient pu le faire. Voilà, des influenceurs auraient peut-être fait ça. Bon, là, ça s'est pas passé comme ça. Et ça, c'est ce que les juges expliquent, je trouve, très bien en faisant de la pédagogie dont elles sont pas obligées d'ailleurs dans leur ordonnance de renvoi. Après un procès avec une telle magnitude d'accusations et des avocats qui sont des excellents avocats, notamment de Nicolas Sarkozy, ils vont livrer un combat judiciaire
totale. Donc évidemment qu'ils vont essayer de s'engouffrer dans la faiblesse d'un témoignage de ceux-ci, dans ce qu'ils vont considérer comme un document qui n'est pas crédible, une articulation de la démonstration qui n'est pas convaincante. C'est le jeu des droits de la défense et c'est pour ça qu'il va falloir en face qu'il y ait une accusation qui va être portée par les procureurs du parquet national financier. Ils vont être 3 pendant toute la durée du procès, qui devra faire parade, si on se met du point de vue de l'accusation, aux éléments de défense qui vont être déployés par les prévenus. Alors, est-ce que les journalistes qui participent au procès vous ont demandé de les briefer avant? Je crois qu'ils peuvent déjà lire. T'as écrit un livre de 400 pages. Petite fatigue quand même. On a fait un livre, une BD, un podcast, un film, 150 articles. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont abonnés à Mediapart. Et s'ils ne le sont pas, mais non, mais il y a quelque chose dans la question. Il y a quelque chose d'humoristique dans la question, mais elle me suggère quand même un bout de réponse. C'est qu'il y a quand même quelque chose que moi, je ne m'explique pas du point de vue médiatique dans l'affaire libyenne. C'est pourquoi elle a été si peu traitée. Je comprends que des groupes Bolloré, Lagardère, Le Figaro font tout pour soit faire des contrefeux, soit amoindrir la réalité du dossier. Ce que je comprends moins, c'est qu'à partir du moment où on a un rapport de juge d'instruction, qu'on travaille avec les meilleurs policiers français, avec les meilleurs procureurs spécialisés, des juges excellents qui, sur 565 pages, déroulent ce qu'ils estiment être les charges contre Nicolas Sarkozy. Là, c'est pas une histoire de Mediapart contre Sarkozy. Là, c'est bon. Et je dis pas qu'il faut dire que Sarkozy est coupable pénalement. Moi, j'en sais rien. C'est le tribunal qui le dira. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi une affaire Rugy, pour parler de quelque chose que j'ai fait. Une affaire Rugy dont je retire pas... Les fameux homards. Voilà, les homards, les dépenses fastueuses avec fonds publics et tout ça, qui est une affaire que j'aime beaucoup parce que je la trouve très, très bavarde, mais qui est une petite affaire, mais qui a été beaucoup plus médiatisée que l'affaire des financements libyens, qui est autrement plus grave. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Quand les juges rendent leur rapport de synthèse, bien, ça fait pas la une du Monde, par exemple. Il y a un petit appel à la une du Monde. Tout en bas, il y a écrit « Nicolas Sarkozy sera jugé en 2025 pour sa campagne de 2007 ». Voilà. Il n'y a pas Kadhafi, il n'y a pas corruption. Il y a des très bons papiers, il y a des formidables journalistes qui traitent ça. Dans Libération, c'est pareil, il y a un papier, c'est même pas appelé en une. Là, je me dis, dans un autre pays, des juges qui accuseraient l'ancien président d'avoir été corrompu par une dictature, je sais pas moi, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, mais le Washington Post, le Spiegel, le Guardian, enfin ça ferait des manchettes pas possible. Là, il y a quelque chose que je m'explique pas totalement. Et même sur des affaires, d'autres affaires, on les a. Bien sûr. Je pense, Alors est-ce qu'il y a quelque chose, c'est trop gros, c'est invraisemblable. Voilà, c'est vrai que j'ai pas la réponse à ça. Bon, est-ce que le procès va permettre de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, par rapport aux faits? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, on s'arrête sur l'affaire Kadhafi. Je vous montre quand même la une du journal ce soir, parce que bon, on est dans le thème. On a Fabrice, donc si tu veux, pour les gens qui étaient pas là au début, avec un très bon scoop d'Antoine Rouget. Voilà. En fait, ça y est, Antoine Rouget. Je voulais te poser la question et j'attendais le moment. Est-ce que c'est sorti? En fait, Antoine Rouget révèle que il pourrait y avoir une autre conséquence de la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth, c'est la perte de sa Légion d'honneur. Parce que quand on est condamné définitivement, c'est un peu automatique, on perd sa Légion d'honneur. Et ce que révèle Antoine, c'est que le dossier de radiation de Sarkozy est déjà prêt à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments infamants pour Nicolas Sarkozy, qui va pas pouvoir voter en 2007, qui va avoir un bracelet électronique, qui est le premier président de la République condamné définitivement pour corruption en France, et qui pourrait perdre les honneurs et la Légion qui va avec. Voilà, révélation d'Antoine Rouget, à lire sur Mediapart. Abonnez-vous, évidemment. Donc, cette édition spéciale ce soir. Et donc, on a remis... 150 articles. 155, c'est effrayant. Ça fait les gars fous, quoi. Lesquels? Qui sont les fous dans cette histoire? Et du coup, je voulais quand même terminer... alors, attendez, je regarde s'il y a quelques questions, histoire de pas... de bien porter votre parole dans le chat. Enquête dans 17 pays, jugement dans plusieurs pays. Non. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des commissions rogatoires internationales. C'est-à-dire que quand on veut récupérer des éléments sur des comptes bancaires qui sont au Liban, aller récupérer des éléments en Colombie, aux Bahamas, etc., on fait des demandes d'entraide pour que les pays
puisse coopérer judiciairement avec la France. Malheureusement, tous les pays ne répondent pas. Il y a des trous noirs judiciaires. Par exemple, Dubaï, c'est un pays, vous lui envoyez une demande quand vous êtes juge, ils vous répondent même pas. Ils accusent même pas réception. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de narcotrafiquants, de corrompus ou de corrupteurs qui se trouvent là-bas, parce que la coopération judiciaire est impossible. Tiens, il y a Os Politique qui nous dit comment allez-vous vous habiller pour la mise sous bracelet de Sarkozy. Bonsoir. On reconnaît bien Os Politique là. Comment allez-vous vous habiller? Ouais. C'est une référence à un tweet, il me semble, de Philippe Poutou. D'accord. Pardon. C'est triple référencé. Je l'ai pas. Tac, tout ça, on est répondu. On protège la figure présidentielle, point d'interrogation. C'est assez intéressant. Merci pour cette question. Je crois qu'il y a en effet quelque chose en France, une sorte de totem d'immunité, là, comme dans Koh-Lanta, avec la figure de l'ancien président. Je ne parle pas que de Sarkozy, quoi. Il y a quelque chose j'appellerais ça, moi, un substrat monarchique qui demeure et qui fait que, voilà, il y a un petit privilège qui reste quand on a été président. Eh bien, écoutez, moi je voulais quand même te parler, parce que, alors, si on passe à Légion d'honneur, les enfants doivent quitter l'école de la Légion. Je crois pas que Louis Sarkozy, par exemple, dont on dit maintenant qu'il a des velléités d'entrer en politique et fait l'école de la Légion, et je peux pas répondre à cette question. Je sais pas si les enfants, la logique pourrait, oui, qu'on perde les attributs qui vont avec, mais je sais pas, donc je peux pas répondre. Ouais, on l'entend beaucoup trop. En ce moment, on dirait, moi j'ai entendu une vidéo vraiment, on aurait dit, c'est Dava. Tu vois, les humoristes là. C'est vraiment marrant, genre, c'est une dinguerie. Ils racontent un nombre de choses que je ne qualifie pas car nous sommes sur Mediapart. Il y a un côté très trumpien, quoi. C'est ça. De Louis Sarkozy. C'est complètement ça. Voilà. Moi, je veux quand même, avant de partir, on a 10 minutes, t'as quand même sorti La Troisième Vie, t'as déjà fait un peu le tour des plateaux et tout. Est-ce que tu peux, pareil, nous raconter un peu très rapidement. Alors, c'est un livre un peu particulier pour moi, parce qu'il sort en cadre rouge au seuil. C'est de la littérature, mais c'est de la littérature sans fiction. C'est de la littérature du réel. Si je dois résumer l'histoire... Très rapidement, en mars 2008, au moment où se lançait Mediapart, j'ai déjeuné au Train Bleu, qui est un restaurant Belle Époque, qui surplombe la gare de Lyon. C'était une note de frais ou c'était à tes frais C'était resto, c'était note de frais. Il n'y avait pas les tickets resto à l'époque à Mediapart, on venait de se lancer. Et je déjeunais avec un ancien agent du contre-espionnage français, de la direction de la surveillance du territoire, qu'on appelle la DGSI aujourd'hui, qui me raconte une histoire, qui est l'histoire d'un immigré italien, maçon à la retraite, qui est un brave homme, qui découvre à la fin des années 60 que son frère, qui croyait mort pendant la Première Guerre mondiale, en fait avait secrètement refait sa vie en Roumanie, qu'il ne l'avait dit à personne, que ce frère malheureusement est mort au début des années 60, mais qu'il avait eu un fils. Donc un neveu, pour ce maçon à la retraite qui s'empresse d'aller à Bucarest rencontrer ce neveu qui a déjà 30 ans et sa femme. C'est une sorte de miracle familial. Il les convainc de quitter la rudesse de Bucarest et de la dictature de Ceausescu. Ils viennent tous les deux s'installer à Villeurbanne à côté de Lyon. C'est une très belle histoire, sauf qu'elle est fausse. C'est-à-dire que ce que me raconte l'agent de la DST, c'est que ce neveu, qui s'appelle Vincenzo Benedetto, en fait, n'est pas la personne qu'il dit être. C'est un agent clandestin, c'est un agent secret roumain qui a infiltré une famille qui n'est pas la sienne. Et moi, pendant 15 ans, cette histoire va devenir une obsession totale, parallèlement à mon activité de journaliste à Mediapart, pour essayer de comprendre ce qu'ont été les vies inventées, les vies réelles de cet agent clandestin. Et cette histoire va m'emmener assez loin dans l'histoire et la géographie. Et à mesure que je vais travailler sur cette enquête, je vais même croiser des personnages directement et indirectement de ma propre vie, jusqu'à mon propre père, qui a été un ancien enquêteur de la brigade financière. Et donc, je me suis retrouvé à interroger mon propre père pour cette histoire. Et j'ai appelé ça la troisième vie. Parce que c'est une phrase de Garcia Marquez que j'aime beaucoup, qu'il avait dite à son biographe, qui dit qu'on a tous 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et donc moi, je me suis intéressé à la 3e vie, la vie secrète de plusieurs personnages, dont cet espion. Voilà, on vous aura fait tous vos cadeaux de Noël. Voilà. Vous avez le livre La 3e vie de Fabrice Arfi. On a parlé tout à l'heure du livre de la BD de Tiens, et évidemment les abonnements. Je vous le remets dans le chat. Je crois qu'on a mis KDO. À chaque fois, je me plante. Non, ça n'arrive pas. C'est pas ça. Ah oui, il manque un O.
Hop là, les avocados, voilà. Donc, pour offrir ou s'offrir Mediapart à prix réduit, sans recondition automatique. Donc, c'est 3 mois pour 25 € au lieu de 36. 6 mois pour 50 € au lieu de 72, ou 1 an à 90 € au lieu de 144. Mais en réalité, c'est faire un cadeau à vos proches pour découvrir tout ce dont on a parlé là, mais c'est aussi soutenir la presse indépendante, parce que on le dira jamais assez, mais nous ne vivons que de nos abonnements, donc que grâce à vous. Il n'y a pas d'aide ni de l'État, ni des GAFAM, il n'y a pas de publicité à Mediapart. Voilà, c'est. On n'a pas de. On a que vous en fait. On a que vous. Donc voilà. Alors l'instant par Castor, on l'a pas préparé, mais parce que voilà. Ah, c'est pas grave, c'est la conseil culturel. Ouais. J'ai réfléchi. Non, il y a un album que j'ai bien aimé récemment. C'est Kim Deal, qui était la chanteuse des Pixies. Ok. Bim. Voilà, Elle vient de sortir un nouvel album hyper bien, très beau. Trop bien. Les médias gratuits, ça n'existe pas effectivement. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. C'est reparti. Mediapart, le journal sans papier ni frontières. Je sais plus quel. On a trop de slogans. Abonnez-vous. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous tout le monde pour les questions. Merci. D'être venus. Dans les petites annonces quand même à faire. Donc je l'ai déjà dit, il y a le podcast sur l'affaire libyenne. Il y a la bande dessinée sur l'affaire libyenne, les avocados, c'est dit. En ce moment, il y a les awards de Mediapart. Ah ouais, votez. Vous pouvez voter si vous allez sur le site là en ce moment même, donc en dessous de Sarkozy. Vous avez sur la droite là les Mediapart Awards. Je crois que si je clique dessus, vous allez pas bien le voir parce que c'est une page un peu différente. Ouais, ça apparaît jamais bien. Mais en gros, vous pouvez voter pour avec plein de fausses affiches de films très drôles. Ouais, sur les affaires qui ont fait l'année un peu 2024. Alors évidemment, on retrouve au casting Oudéa Castéra en majesté. C'est un carton. Cette année, je pense vraiment que on compte sur elle. Marine Le Pen. Tu veux nous parler un peu on a encore 5 minutes. Tu veux nous parler un peu des affaires Le Pen et de comment ils ont. C'est génial. En fait, c'est génial parce que l'affaire des assistants parlementaires européens, ça fait vraiment boutiquier de dire ça, mais c'est un scoop de Mediapart. C'est une révélation de Marine Turki et Ludovic Lamant, qui a été l'un de nos journalistes en poste à Bruxelles en 2013. Il révèle ce qui va devenir l'affaire des financements et des détournements d'argent des assistants parlementaires au Parlement européen. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ça n'a jamais fait la une. Mais quand il y a le procès, d'ailleurs, qui n'est pas ultra suivi au début, mais quand il y a le procès, puis les réquisitions du parquet de Paris, qui sont insupportables à Marine Le Pen, qui demande l'intolérance et la tolérance zéro contre tous les délinquants de droit commun de ce pays, mais ne supporte pas que la loi puisse s'appliquer à elle, alors elle va aux 20h de TF1 et elle crie à la justice politique, et là, ça devient un événement. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que ils ont la capacité, les gens puissants qui sont pris dans les raies de la justice, de créer l'événement avec la puissance de leur indignation, mais on en oublie les faits. Les faits, c'est quoi ? C'est les faits que le parti de Marine Le Pen, qui préside aux destinées de la nation, est accusé, à la fois la personne morale, c'est-à-dire le parti qui a déjà été condamné dans une affaire, et Marine Le Pen, qui pour la 4e fois, dit-on en 2017, va vouloir être présidente de la République, d'avoir détourné 5 millions d'euros d'argent public. Et en fait, le problème n'est pas que des procureurs essayent de faire appliquer la loi, ou même demande l'inéligibilité et l'exécution provisoire de l'inéligibilité, ça veut dire que dès la première instance, elle serait inéligible, c'est le lot commun de toute la délinquance. C'est pour ça que moi, j'ai coutume de dire que vraiment, celles et ceux qui nous lisent et qui nous écoutent, tapez dans Google interdiction d'exercer exécution provisoire, vous allez trouver, mais pour plein de métiers, des pompiers, des policiers, des pharmaciens, des architectes, des mandataires judiciaires, peu importe, qui ont été condamnés, qui sont interdits d'exercer. Chanson de Philippe Catherine. C'est ça. Voilà, c'est Luxor. C'est ça. C'est par exécutoire, j'adore. Voilà. Donc ça existe pour tout le monde. Mais le monde politique voudrait que surtout ce type de pratiques judiciaires ne s'applique pas à eux. Ça nous raconte quelque chose de l'esprit de la corruption qui flotte dans le pays.
Alors, le film sera diffusé dans combien de salles? On ne le sait pas pour encore. l'instant. On ne sait pas encore, mais n'oubliez pas de demander à votre cinéma de le publier, de le diffuser, pardon. Tac. Merci à toutes et à tous. Hop. Très bien. Alors, je compte. Il y a encore des questions Ça n'arrête intéressantes. pas. Comment fait-on? Alors, comment on fait les juges sans policiers détachés à temps plein pour rassembler les éléments? Alors, il n'y a pas eu de policiers à temps plein, mais il y a quand même des policiers qui n'étaient pas détachés à temps plein, qui ont travaillé d'arrache-pied sur le dossier avec des procureurs et des juges d'instruction qui sont des directeurs et directrices d'enquête. Puisque ça a d'abord été une instruction dirigée par un juge qui s'appelle Serge Tourner, qui était secondé par une juge qui s'appelle Aude Burizi, qui, quand Serge Tourner est parti, Aude Burizi est devenue la juge numéro 1, et en dépit des faibles moyens humains, de la complexité du dossier, ils ont réussi à réunir énormément d'éléments qui ont justifié, selon eux, le renvoi de Nicolas Sarkozy et de 12 autres personnes. Je continue avec les annonces. J'ai bien vu le petit message là sur l'enquête sur Kik. Vous luttez contre la désinformation, mais vous en avez fait énormément au sujet de Kik. Pouvez-vous refaire des articles de façon impartiale sans avoir à manipuler des clips ou autres informations, s'il vous plaît? Eh bien, vous savez que la presse ne fait pas n'importe quoi et qu'en fait, toutes nos enquêtes, elles sont basées sur des faits et qu'en fait, si elle répond aussi à la justice, c'est-à-dire que on va faire comme Macron, eh bien qu'il porte plainte et qu'ils viennent nous chercher, qu'ils viennent pas nous chercher parce qu'on a reçu des tas de, on a reçu pas mal la justice, de menaces, de faire exploser les locaux, etc. Donc non, on a déposé plainte. On a déposé plainte. Mais par contre, cette enquête, elle est basée sur des faits et aucune manipulation, contrairement à ce qui est sous-entendu dans le message. Mais tu dis quelque chose d'absolument fondamental, c'est que nous n'écrivons pas au-dessus de la loi. C'est-à-dire que si des gens estiment que nous portons atteinte à leur honneur et à la considération, il est de leur droit de nous poursuivre et il est de notre devoir d'en répondre devant le tribunal pour montrer combien nous avons bien travaillé. Et je peux vous dire que Bérénice Gabriel et Marine Turcan dans cette enquête ont excellemment bien travaillé. Très bien, je continue donc avec mes petites annonces. Vous pouvez aller voir, je crois que c'est sorti aujourd'hui. On est le combien? On est le 18, non, c'est il y a 2 jours. Ouais. C'était Ouais. la dernière chronique de Walidia. Oui, il y a eu plein de menaces à cause de ces articles. Oui, non, on n'en sourit pas du tout. Non, ouais, vraiment. Envers les journalistes, évidemment, parce que, bon, bref. Et envers tout le journal. La chronique de Walidia, histoire de se détendre un peu, parce que c'est quand même vraiment très chouette. J'annonce demain sur une chaîne Twitch concurrente ce petit bâtard, parce que quand même, tu l'avais dit la dernière fois, lui il fait du Twitch en partenariat avec Mediapart, mais il vient pas ici sur cette chaîne, il le fait chez Au Poste. Allez le voir demain. Allez demain voir David Dufresne pour Extrêmorama, son émission sur l'extrême droite qu'il fait dans les studios de Mediapart juste à côté et qu'il diffuse donc sur la chaîne de Au Poste. On te salue. Et pas ce vendredi, mais le vendredi prochain, il y aura évidemment la prochaine édition de Black Bloc, l'émission de Guillaume Meurice, qui est tournée cette fois-ci à Rennes, en Bretagne. Donc c'est pas pour ce vendredi, ce sera juste après les fêtes. Voilà, eh bien, il me reste à vous souhaiter un bon boudin, comme on dit dans le sud, parce que je veux pas vous faire la blague de Daron à l'année prochaine, mais on se retrouve donc en 2025 pour une prochaine édition de Abonnez-vous. Je ne sais plus si Host Politique est encore dans le chat, tu peux nous le dire. Je sais plus s'il y a une émission vendredi de Abonnez-vous matin qui ne s'appelle pas la Mediapartinale. J'espère qu'il est dans le chat et qu'il va pouvoir le dire. Il me semble que oui. Oui, j'ai vu un enregistrement récemment, je crois. Bah en fait il en fait 3 fois par mois et du coup je crois que ce sera la dernière de l'année, mais donc vendredi, on va dire que ça existe et au pire je me serais trompé, vous serez venu pour rien, mais donc vendredi matin à 10h du matin, Host Politique dans Abonnez-vous matin avec un ou une invitée incroyable dont je vous tais le nom pour ne pas spoiler, et voilà, et sinon on se retrouve à la rentrée. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mais abonnez-vous. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Allez, est-ce que vous avez quelqu'un où trouver le podcast sur l'affaire libyenne? Si vous pouvez me dire à qui on fait le raid, je vous remets le lien dans le chat pour le podcast. Ouais. Et si vous avez quelqu'un qui est en live en ce moment, on va faire un petit raid, ça fait toujours plaisir
Audio, hop, comme ça. Merde, j'ai dit un gros mot. On n'est pas à la télé, on a le droit. Hop, je vous ai remis le lien pour retrouver. Et je vais me mettre sur mon petit truc pour faire un petit raid. Il y a l'humain. S'il y a l'humain, on va chez l'humain. Hein. Les copains. Hop là. Comment on fait? Je suis très honteux, mais un raid, c'est-à-dire qu'on débarque sur le. Ouais, tout à fait. C'est marrant, mais t'es pas le seul à demander. Hein. À chaque fois que c'est une façon de faire coucou sympathiquement. Bah, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos. Je sais plus combien on était. Ah ouais. S'il y a l'humain, ce serait drôle. Genre quand on débarque en groupe à une soirée, quoi. Exactement, avec tes potes. J'ai entendu. Ah d'accord. Je vois pas l'humanité. Dans le chat, là, dites-moi. Si, ils me disent Jean Massier, il y a quelqu'un qui dit sinon. Alors, ouais, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas. Peut-être je les suis pas. Ce serait dommage. Ah voilà, si. Je l'avais. Ouais. Voilà. L'humanité, il y a le L d'abord. Allez, on y va. Et on salue la presse. Je pense que... Ah bah. Hop. Et je crois que... Non, on va pas sonner. On va lancer le raid. Je vais écouter en même temps. De la dernière législative anticipée voulue par le président. Un tsunami absolument historique. Allez, bonne soirée à tous. Sont complexes et multiples. Au revoir. Et pour aller en parler avec certains députés à l'Assemblée nationale, nous sommes allés avec Lyons Alénor, qui est à la caméra avec moi. On commence dès maintenant avec Alexis Corbière.